On a souffert, on a eu 7 années au bord de la faillite. Tous les jours, je disais ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il y a un problème avec le business model. Malgré qu'on travaillait comme des fous, on perdait de l'argent, j'avais du mal à payer les salaires. On a perdu 16 millions d'euros du jour au lendemain. Et là, je me suis dit non, il faut qu'on pivote. Vous allez cette année faire un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros. Pour moi, un bon manager, c'est un team leader. Et le team leader, c'est le gars qui fait. Et moi, j'y ai toujours cru, je suis optimiste. Je voyais qu'on faisait un truc cool. On avait de l'avance sur les concurrents, ça se traduisait pas dans les chiffres, mais je savais qu'on avait quelque chose. Et donc ça me gardait en vie en fait. Chez Odoo, personne n'a hésité une seule seconde. On veut un produit qui amène beaucoup de valeur, avec un prix le plus abordable possible. Et ce qu'on fait depuis des années, c'est monter le produit, descendre le prix. Si chaque employé dans la boîte est plus efficace et plus productif, alors la boîte, elle va tracer. Et c'est comme ça qu'on fait, c'est pas en donnant des dashboards à des managers. Mon conseil d'administration, à un moment donné, ils y croyaient moyen. Ils ont essayé de me virer d'ailleurs, et on s'est frité, ça a été compliqué, mais j'ai toujours fait ce en quoi je croyais, et heureusement. J'ai toujours été persuadé que le meilleur produit gagne à la fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter sur le Déclic. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et à nous partager un petit commentaire. Ça nous permet à chaque fois d'avoir des invités de plus en plus inspirants. Et si vous préférez nous écouter au format audio, sachez que c'est possible aussi pendant vos déplacements, vos sessions de travail ou même pendant votre sport. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute selon vos préférences, ainsi que des épisodes exclusifs ou simplement celui que vous êtes en train d'écouter. Merci encore, ça nous permet à chaque fois de continuer à évoluer. Et maintenant, on se retrouve avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Encore une fois, bien accompagné, je suis avec Fabien Pinkers. Comment tu vas ? Ça va. Super content de t'avoir ici sur le plateau. Oui, très content d'être là. Magnifique. Merci en tout cas parce que tu as un parcours extraordinaire. Il y a plein de questions à te poser. Fondateur et directeur général de Odoo, une société belge devenue l'un des leaders mondiaux des logiciels de gestion d'entreprise intégrés. Pour ceux qui ne connaissent pas, Odoo propose une suite modulaire de plus de 40 000 applications permettant aux entreprises de toute taille de gérer facilement leur activité, leur comptabilité, le e-commerce, la gestion des stocks, la vente, la production, les événements et bien plus encore. On pourra en parler. Vous allez cette année faire un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros, une croissance moyenne sur les 20 dernières années de 66% et 45% de croissance par an en moyenne. L'entreprise emploie aujourd'hui plus de 6500 personnes avec une forte présence internationale. On peut citer les États-Unis, le Mexique, Hong Kong, Dubaï, l'Inde. Une société valorisée à plus de 5 milliards d'euros depuis 2024, faisant de toi l'un des entrepreneurs les plus riches de Belgique. Partie de zéro, Fabien, ton histoire n'est pas seulement celle d'une entreprise valorisée à plusieurs milliards, c'est celle d'un homme qui a passé des années à frôler la faillite avant de tout renverser et qui a fait d'énormes sacrifices personnels pour aujourd'hui devenir l'un des plus gros entrepreneurs de notre époque. Aujourd'hui, on veut comprendre ce qui t'a permis de tenir, de croire en ce projet et de transformer l'impossible en réalité. Bienvenue encore une fois, Fabien, sur le Déclic. Merci, c'est bien pour l'ego de venir ici. Pas trop pareil. Et revenons-en au début. Et c'est super drôle parce que je t'en parlais en off et je disais que c'est incroyable ce parcours. Et je me disais, c'est que le début. Ouais. Moi, j'ai envie de venir au tout début. Qui étais-tu quand tu étais petit, le Fabien à 7 ans, 10 ans, à la maison, à l'école? Est-ce que déjà il rêvait grand? Est-ce que déjà il avait un ordinateur, comme on voit des fois des photos de ces grands entrepreneurs de la tech? Qui étais-tu? Je pense que j'étais quelqu'un de normal. Je le suis toujours. Mais passionné de développement. Effectivement, j'ai développé très tôt. Premiers logiciels de gestion, je les ai vendus à 13 ans. Ah, wow. Donc j'ai commencé par un Atari, puis un PC, et puis au début je développais des jeux, puis des sites web, puis des logiciels de gestion. Mais c'est pas tellement le projet entrepreneurial qui m'a construit au début, c'est vraiment l'envie de développer des choses utiles. Et donc j'ai fait toute une série de projets informatiques, du site web jusqu'au logiciel de gestion, en passant par des jeux, des moteurs 3D. Toujours dans l'envie de faire des choses utiles en fait. Et cette envie aujourd'hui, elle te poursuit parce que c'est finalement aussi ce qui fait la réussite de Odoo, c'est le produit, c'est le fait de répondre à un besoin réel plus que le marketing, plus que tous ces éléments. C'est assez dingue. C'est quand le premier moment où tu te dis l'entrepreneuriat va me permettre de réaliser mon objectif, de rendre accessible au plus de gens possible ces outils ou ces éléments que je vais développer? En fait, moi, l'entrepreneuriat n'a jamais été un objectif, ça a été le résultat. J'ai construit, j'ai voulu développer un chouette logiciel, puis pour développer un encore plus grand logiciel, j'ai dû engager des gens. Ouais. Donc pour engager des gens, j'ai dû faire des revenus, et ça s'est construit progressivement. Mais encore aujourd'hui, ce qui me motive, c'est la même chose, c'est d'aider nos utilisateurs, de faire que les gens au boulot soient plus efficaces, soient plus productifs, ont moins de travail administratif. C'est vraiment ça encore qui me drive aujourd'hui, c'est le produit, quoi.
Chez toi, lorsque tu étais petit, tu as appris quoi sur l'argent, sur l'effort, sur l'ambition? Ton papa était antiquaire, typiquement. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris de lui? Il était commissaire-priseur, donc c'est Ok. des ventes aux enchères, 1, 2, Ouais. 3 adjugés. J'ai appris le travail, il était jamais à la maison. Ok. Il travaillait tout le temps, et donc une force de travail incroyable. Encore aujourd'hui, je pense qu'il travaille presque plus que moi. C'est la première chose qu'il m'a appris. Après, nos métiers sont complètement différents. Lui, il est dans le vieux, moi, je suis dans le moderne. Rien à voir, mais voilà. Et justement, je reviens sur un point. À 13 ans, tu développes et tu vends ton premier logiciel. Oui. Alors, dit comme ça paraît assez dingue. Tu peux nous raconter ce moment? Qu'est-ce que tu développes réellement? Comment tu le vends? Parce qu'à 13 ans, c'est quand même pas anodin. Alors moi, j'ai eu un petit déclic. J'allais avec mon papa dans une foire informatique, parce que lui avait besoin d'un logiciel de gestion pour sa vente, pour gérer ses ventes aux enchères. Et puis on va voir les logiciels de 1 à 1, et puis il y en a un qui présentait son logiciel, c'était Cubic à l'époque, un vieux truc. Et pendant que le vendeur fait une démo à mon papa, je lui dis, mais en fait, si tu veux, je te le fais. Et il m'a regardé, il m'a dit, quoi? Mais oui, si tu veux, je te le fais, ce truc-là. Alors, du coup, je lui ai développé son logiciel, puis c'est parti à ses copains, puis ses copains de copains, copains. Et c'est comme ça que j'ai démarré mes premiers clients. Ah ouais, donc en fait, tu vois cette solution, tu Je te le dis, vois, peux je vois la faire. démo, et je dis à mon papa, mais t'as pas besoin de l'acheter, si tu veux, je te le fais. Et donc, tu as tes premiers utilisateurs, Ouais. tu établis un prix. Je l'ai fait d'abord pour mon papa, puis après, comme ça marchait bien, il l'a proposé à ses copains, et puis petit à petit. Et le premier client payant, un copain de mon papa, il m'avait promis 5 000 francs belges, donc 125 €. Ouais. Puis il était tellement content, il m'a donné 7 000 francs belges et une raquette de tennis. À partir de là, justement, après, tu montes projet en projet, tu fais différentes choses, que ce soit les enchères en ligne, le e-commerce, Linux logiciel. Qu'est-ce qui t'obsédait? Apprendre, gagner de l'argent, résoudre un problème? C'était quoi le leitmotiv? Moi, ça n'a derrière jamais tout été ça? l'argent, c'est toujours de faire des choses utiles. J'ai fait par exemple tout un système de marché de l'art en Belgique, où je vendais des œuvres d'art, des antiquaires, des salles de vente publiques ou des galeries d'art. J'en vendais plus qu'eBay.be. J'étais devenu le plus gros site en ligne. Il y a énormément de, je ne sais plus combien, je crois que c'était 15 000 œuvres d'art par mois, passées par mes systèmes. Mais un business model tout pourri. Parce que mon but, c'était pas vraiment l'argent, c'était vraiment de faire des choses qui marchent et qui soient utiles. Alors ça m'a permis d'engager le premier salaire, hein, mais au début, le business model n'était pas terrible. Et justement, ça t'a appris quoi ces premières années d'entrepreneuriat? Parce que typiquement, tu parles de business model, c'est un vrai sujet. On peut créer un produit absolument formidable, mais si derrière, on ne sait pas comment le mettre en avant, on ne sait pas le diffuser, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'il aura peu d'impact. Ça t'a appris quoi ces premières années d'entrepreneuriat? Alors moi, c'est surtout après, donc pour l'histoire d'Odoo, Odoo est open source. Ouais. Donc tu peux le télécharger librement, gratuitement. Moi, c'est ma passion. En tant que développeur, tout ce que je veux faire, c'est, et je voulais, et je veux toujours, contribuer un maximum à l'open source. Donc j'ai développé tout en open source, tout complètement gratuit. Et évidemment, c'est pas évident de vivre dans un logiciel gratuit. Donc on vendait des services sur le côté, mais un modèle de service avec un business model et les coûts d'un éditeur de logiciel, c'est pas évident. Donc on a eu pendant des années beaucoup de mal à le monétiser. On arrivait à le monétiser parce qu'on vendait des contrats de support, de maintenance, mais les contrats de support, maintenance, les gens arrêtaient après la première année. Ouais. Et ils nous disent, ça marche, pourquoi je paierais? Et donc je me suis cherché pendant des années sur le business model. Je crois qu'il a fallu 10 ans avant que je trouve le bon business model. Tous les jours, je revenais, je me rappelle, on marchait, on se baladait avec ma femme, et tous les jours, je disais, ça va pas, il y a un problème avec le business model. Mais il a fallu 10 ans. Mais comme le produit était bon, c'était pas grave, parce qu'en fait, on a grandi. On a souffert, on a eu probablement 7 années au bord de la faillite. Mais on a construit une communauté, on a construit des clients, on a construit des utilisateurs. C'est-à-dire, le jour où on a fixé le business model, tout s'est accéléré. Donc tu crées Odoo en 2002. Oui. Et pendant 10 ans, tu persévères, tu cherches ton business model. Pendant 7 années, tu es au bord de la faillite, ça grandit. J'ai vu une courbe que tu nous as partagée justement, où d'abord 2002, tu es tout seul, 3 ans après, vous êtes 2-3, ensuite vous êtes 5, Oui. et puis après, ça commence à accélérer. Puis effectivement, maintenant... J'ai tout fait sous fonds propres, donc ça prend un peu de temps. Ouais. Ouais. Tu n'as jamais levé de fonds ou à un moment donné, Si, tu as levé des après fonds? en 2010, donc Ok. j'avais déjà une centaine d'employés. Ok. Et là, on a levé pour la première fois 3 millions d'euros, et puis une deuxième fois, et la dernière fois en 2014, 7 millions d'euros. D'accord. On y reviendra justement sur ces levées de fonds parce que j'imagine qu'elles étaient stratégiques et puis à des moments bien choisis ou, pour répondre à des Ou enjeux mal spécifiques ou mal choisis. Génial, on va pouvoir creuser ça. Au départ, Odoo s'appelait pas forcément Odoo. Pourquoi après tu l'as renommé Odoo et c'est quoi la genèse du projet? Alors au début, la société s'appelait Tiny, et ce produit-là s'appelait Tiny ERP. Et puis je me suis retrouvé devant des grandes entreprises comme Danone, et on me dit, mais pourquoi on paierait 1 million d'euros pour un minuscule logiciel? Je suis rentré au bureau, je dis, il faut qu'on change. Il faut qu'on change de nom, ça va pas, on s'est planté. Et donc on s'est appelé Open ERP, parce que open source et puis ERP. Le problème, c'est que ERP, c'est usine à gaz, c'est des logiciels complexes comme SAP, etc. On s'y retrouvait pas, parce qu'en fait, c'est pas vraiment ce qu'on fait. Et pareil, donc on avait une image qui nous collait pas bien. Donc on a dû changer. Et puis comme je me suis planté 2 fois sur le nom, je me suis dit la 3e fois, on prend un nom qui veut rien dire, on prend Odoo.
Ok, juste comme ça. Ça sonnait bien, c'était court et ça valait rien dire, donc c'était parfait. Ok, intéressant. Et justement, au tout début, quel problème, à quel problème tu fais face? Parce que tu parles justement de business model. Et c'est hyper intéressant ce point-là, dans le sens où aujourd'hui, t'en parles, on t'invite ici sur le déclic, les gens se disent waouh, Odoo c'est génial, Fabien extraordinaire, mais pour autant, il y a des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers peut-être d'entrepreneurs qui sont dans la phase où tu étais en 2002, en 2005, en 2007, en 2012, qui galèrent. Et qui ne savent pas trop comment faire. Toi, comment tu faisais face à tous ces enjeux, toutes ces problématiques étape par étape? Est-ce que tu avais toujours ce focus produit, quoi qu'il en coûte, et tu avais cette conviction que si tu restais concentré sur celui-ci, eh bien, ça allait fonctionner, mais pour autant, tu voyais que ton business model n'était pas bon? Quelle a été la solution? Oui, c'était vraiment ça. Donc j'ai toujours été persuadé que le meilleur produit gagne à la fin. Ça prend parfois un peu de temps, mais il faut vraiment un bon produit. Et donc la vision a toujours été, je veux être éditeur de logiciels, focalisé sur le produit, faire de la recherche et développement, le marketer. C'est ça que je veux faire. Mais pour financer ça au début, on avait nos revenus, c'était une société de service. Donc en fait, on travaillait pour les clients qui nous disaient je voudrais développer ça, et on développait toutes les features qu'ils voulaient. Jusqu'à ce qu'à un moment, on se retrouve avec tellement de features que le produit était une usine à gaz, un peu compliqué, parce qu'on avait fait tout ce qu'on nous avait payé pour faire. Et là, je me suis dit non, ça va pas, on peut pas être à la fois éditeur de logiciels et construire tout avec une société de service. Donc on faisait les services la journée, on développait la nuit le logiciel ou les soirées, parce qu'on voulait être éditeur, on voulait développer les features qu'on avait envie de faire. Bref, ça marchait pas très bien. Les marges sur les sociétés de services sont assez faibles, alors que pour faire un éditeur de logiciel, il faut investir énormément en recherche et développement, en marketing, etc. Donc il faut beaucoup plus de marge. Et donc on a essayé de vendre des abonnements. Au début, c'était des abonnements de support et de maintenance, puisque comme on était open source et complètement gratuit, la seule chose que je pouvais vendre, c'était une forme de service finalement, du support et de la maintenance. Tout ça nous a aidés, tout ça nous a fait grandir. Les revenus grandissaient de 60% par an, donc c'était pas non plus mauvais. Mais la marge n'était pas bonne. Et là maintenant, ça a marché au début, puis après un an, les clients arrêtaient parce qu'ils nous disaient ça marche, pourquoi je paierais? Et on avait vraiment du mal à le vendre. Et à un moment, il a fallu que je switch le modèle et que je sorte un peu de ce que moi j'adorais, c'était l'open source, et dire en fait, on va changer, on va faire 80% seulement du logiciel va être open source, et on va faire 20% de fonctionnalités qui sont payantes. Okay. Et comme ça, les 20% de fonctionnalités qui sont payantes, les gens seront obligés de payer pour, s'ils les utilisent, bien sûr, s'ils ne les utilisent pas, non. Et on est quand même 80% open source, donc pour moi, ça me permet de continuer à faire ma passion, de contribuer un maximum à la communauté. Mais il a fallu longtemps parce que je refusais ce modèle. Ouais. Pour moi, je voulais être 100% open source, et je trouvais que c'était pas bien de vendre des logiciels. Enfin, j'ai vraiment été baigné dans... J'utilisais que des logiciels libres et je voulais faire pareil et contribuer à ça. Et donc j'ai moi-même refusé ce business model pendant quelques années, jusqu'à ce que, à force d'être au bord de la faillite, de ne pas savoir si la société allait en survivre, j'ai plus eu le choix en fait, j'ai dû le faire. Tu étais au bord de la faillite jusqu'à quand, tu te souviens? Alors ça n'a pas été linéaire, 7 années de suite, j'ai ouais. fait 3 années là, 2 années là, 2 années là, mais en tout il y a eu 7 années où j'avais des fins de mois où j'étais pas sûr de payer les salaires. Je payais chaque fois, parfois même quelques jours en retard, je repoussais les charges sociales parce que je ne savais pas les payer. Il y a vraiment eu 7 années où vraiment difficile. Donc vraiment très peu de trésor, voire pas de trésor du tout. Voire pas de trésor ou moins d'un mois, 2 mois devant soi, quoi. Ah waouh. Et à ce moment-là, vous êtes combien dans l'entreprise? Alors ça a duré longtemps, donc j'ai eu des moments où on était 3-4, ouais. Ça a démarré dans ces moments-là, jusqu'à des moments assez difficiles, on était 200-300, quoi. Ah ouais, donc tu as 200-300 personnes à payer. Et tu sais pas ce que tu vas faire, quoi. Ouais. Ok. Et après, on bosse, donc on faisait rentrer l'argent au moins le mois, mais ça fait des mauvais compromis, parce que quand tu es dans une situation pareille, en fait, ce que tu fais, tu acceptes des mauvais deals. Tu dis, je vais prendre un contrat je sais que la marge n'est pas bonne, mais il va me payer très vite. Et donc je vais prendre ça, il me paye très vite, marche pas bonne, donc ça me permet de gagner 3 mois, mais après je vais quand même souffrir, quoi. Et c'est à ce moment-là que tu fais le switch vers, le full open source, on met de côté et on va être 80-20 pour faire en sorte que ces 20% de payants couvrent tous les frais. Voilà, donc ça c'est ce qui s'appelle un business model open core. Ouais. Et comme ça, les gens qui achètent ce qu'on appelle le produit Odoo Enterprise avec les fonctionnalités payantes, du coup, comme il y a des fonctionnalités qui sont payantes avec une vraie licence, nous payent chaque année et sont tenus un peu par ça, quoi. On ne l'a pas cité dans ta présentation, mais aujourd'hui, c'est combien d'utilisateurs sur Odoo? C'est 16 millions d'utilisateurs. 16 millions d'utilisateurs. En comprenant les gratuits. Ouais. Donc 16 millions finalement de personnes qui utilisent Odoo pour leur entreprise. Ouais. Chaque mois. C'est probablement un des logiciels de gestion le plus utilisé au monde. Ouais. En tout cas, dans les ERP, c'est sûr.
Et d'ailleurs, je rebondis et tu fais bien de le spécifier, dans l'ensemble également des gratuits et des payants mélangés, parce qu'il y a un point, c'est que si on veut utiliser une seule des solutions de Odoo, bah, tu peux créer un compte gratuitement. En fait, notre mindset open source, il est resté. Ouais. C'est-à-dire que nous, on est une société qui est transparente, qui publie tout ce qu'on fait, qui essaye d'être très ouvert, en fait, qui collabore énormément. Tous nos produits sont sur GitHub, le payant comme le gratuit. Les gens peuvent recevoir le code source, etc. Et donc, on a vraiment on a construit ce business model, même la version payante, sur une offre où on se dit beaucoup va être gratuit. Donc, tu peux démarrer en ligne sur odoo.com et une application est toujours gratuite. Donc, on a des centaines de milliers de gens qui vont juste faire un site web, ou juste faire une comptabilité, ou juste gérer une caisse pour un magasin ou un restaurant. Et ça, c'est complètement gratuit, à vie, avec un nombre d'utilisateurs illimité. Et puis c'est seulement si après ils veulent plus, s'ils veulent 2 applications, alors on charge l'abonnement qui est de 20 € par utilisateur par mois. Donc c'est rien du tout, quoi. Je t'avais posé une question lorsqu'on a échangé et tu m'as dit, par rapport au recrutement, les premiers recrutements que tu as faits. Et tu as répondu assez rapidement, où tu m'as dit bah, les premiers recrutements, ce n'était pas forcément les meilleurs recrutements. Non. Tu peux revenir justement sur cette phase des premiers recrutements où d'abord vous êtes 2, 3, 10, 15, 20, parce que souvent l'entrepreneur, lorsqu'il va faire ses premiers recrutements, bah, il va faire des erreurs, c'est normal, parce que c'est un métier à part entière. C'est super dur. Hein, c'est super dur. Et puis des fois, il va créer presque une sorte de blocage, un traumatisme qui fait qu'il ne va pas pouvoir en faire d'autres et du coup continuer à grandir, parce que tu l'évoquais, si tu veux grandir, tu dois recruter. Oui, non, la difficulté, c'est que c'est dur, donc il y a une forte chance de se tromper. Et en tant qu'entrepreneur, on est optimiste. Tu ne peux pas survivre si tu n'es pas optimiste comme entrepreneur. Ouais. Et donc, tu te dis, ça va marcher, ça va marcher. Même si la personne, ça ne marche pas bien, tu as envie de le garder, tu as envie de... Et puis, si tu n'as pas l'habitude, c'est vraiment difficile de licencier. Et donc, tu vis avec, et parfois, tu perds 2 ans, en fait. Le temps de dire que là, j'ai pas le choix, il faut que je le remplace. Et donc, oui, ce que je disais, c'est, sachant que c'est dur, sachant qu'il y a une forte chance de se tromper, la clé, c'est de se séparer rapidement, en fait. C'est d'être prêt à le faire si jamais ça ne va pas, quoi. Ouais. Et on le fait tous trop tard, même encore moi aujourd'hui, je le fais trop tard en général. Et justement, il y a un autre sujet, c'est la culture d'entreprise qui a été mise en place chez Odoo. Tu as fait un document, un livre blanc accessible à tous, de plusieurs dizaines de pages, il me semble, où tout est expliqué de A à Z. Par exemple, pas de meeting, il y a plein de points. Si tu veux citer quelques points de cette culture, à partir de quand tu l'as mis en place ? Assez tôt, hein. Je pense qu'on était une vingtaine de personnes. Okay. Alors ça a été progressif, au début c'était un petit wiki où on avait quelques pages. Ouais. Mais là, quand j'ai fait vraiment le livre, c'est une 50aine de pages qu'on donne à tous les nouveaux employés qu'on recrute. Pour être sûr qu'ils soient alignés avec nous, là on devait être peut-être 40-50. Et s'il y a quelques préceptes dans cette culture que tu aimerais partager, parce que moi ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que c'est souvent un peu à l'opposé de beaucoup de principes qui sont partagés. Tu vois, par exemple, il n'y a pas forcément d'OKR, par exemple, il n'y a pas forcément de meeting, il y a plein de choses comme ça. Pas de meeting récurrent, on a des meetings, mais on essaie de ne pas gérer par meeting, oui. Ouais. Il y a plein de choses. Mais d'abord, sur les bases HR, le fondement de la culture Odoo, c'est 3 choses, c'est l'autonomie, la responsabilité et l'évolution. Ouais. Alors toutes les boîtes vont te dire qu'ils font ça, de l'autonomie, responsabilité, tout le monde dit ça. En fait, en général, c'est pas vrai. Nous, on le fait vraiment. L'autonomie, c'est quoi? C'est que les gens soient vite des grandes responsabilités. Quand tu les recrutes, tu mets assez vite chef de projet. Ils peuvent tout décider eux-mêmes. Il n'y a pas de processus de validation, pas de processus d'achat. S'ils doivent acheter un truc, ils peuvent le faire direct. La responsabilité, c'est les mettre face à leurs responsabilités, leur donner des responsabilités assez vite, assez rapidement. Les former à ça aussi, parce que les jeunes ne sont pas formés à être responsables. L'école tue un peu, malheureusement, la responsabilité. Par exemple, si quelqu'un vient dans ton bureau et dit « je voudrais acheter un barcode scanner pour faire une démo à un client », si tu lui réponds bah, « oui, tu peux », en fait, il va prendre l'habitude de demander n'importe quelle dépense. Ouais. Et en fait, il dit bah, « non, attends, t'es un adulte, tu sais si dépenser 50 €, c'est bien ou pas, fais-le en bon père de famille. » quoi. Et l'évolution, ça, c'est toute une organisation pour être sûr que les gens apprennent rapidement. Qui va l'entourage qu'ils ont, leur team leader, le coaching, les formations qu'on donne, le matériel qu'on leur donne, les responsabilités qu'on leur donne, tout ça fait qu'ils doivent évoluer rapidement. Et dans la continuité de cette culture, est-ce qu'il y a d'autres points que tu il y a plein de choses. Si tu veux quelques trucs, par exemple, on n'engage jamais de directeur ou de manager. Jamais, jamais. La seule manière de devenir un team leader chez Odoo, c'est d'être le meilleur d'une équipe. Donc on fait que de la promotion par le bas. Et souvent, les boîtes en forte croissance comme nous, elles sont toujours en recherche du VP off. C'est des VP off, machin, d'avoir des postes clés. Chez nous, il n'y a pas. C'est juste le meilleur, on les fait monter. Comme ça, on a une garantie que ça va avec la culture. Et c'est lié au fait de ce que j'attends d'un team leader. La plupart des boîtes, elles attendent d'un manager du reporting vers le haut, la gestion de leurs équipes, des plannings, des budgets, du recrutement. Nous, on ne veut pas de tout ça.
Moi, je veux pas que mes managers passent du temps à faire de l'administratif. Je considère que c'est de l'administratif tout ça. Les managers, s'ils sont devenus managers, c'est parce que c'était le meilleur des équipes, c'était le meilleur développeur, le meilleur vendeur, le meilleur des consultants. Il faut qu'ils continuent à faire ce qu'ils fassent et qu'ils fassent monter l'équipe. Donc là, ce qu'on forme nos managers, et la seule chose qu'on leur demande, c'est on leur dit, ben voilà, tu as une équipe de 20 personnes, ton seul et unique rôle, c'est que cette équipe devienne meilleure. Les 20 qui bossent avec toi, ils doivent être meilleurs. Tu dois les faire monter en compétences, ils doivent produire plus, ils doivent être plus intelligents. C'est ça ton rôle. Okay. Le reste, planning, budget, recrutement, formation, c'est pas ton rôle. On dégage. On n'en veut pas. Et du coup, qui s'en occupe? Chacun individuellement a la responsabilité. Du coup, on ne centralise pas les responsabilités sur les team leaders, mais on fait une distribution des responsabilités sur l'équipe. Et du coup, ce que j'attends d'un manager, c'est qu'il se retrousse les manches, qu'il bosse avec ses équipes. Je veux pas qu'il y ait des KPI pour voir s'ils sont performants. Je veux qu'ils bossent avec. Et quand tu bosses avec, tu sais qui est bon ou pas. Tu n'as pas besoin de commencer à mesurer, mettre des KPI, des objectifs, il suffit de bosser avec eux, quoi. Et notre vision, c'est tu peux rien apprendre à l'équipe si tu n'es pas meilleur qu'eux, quoi. Qu'est-ce que tu peux apprendre à un développeur si toi-même tu n'es pas un meilleur développeur que lui? Je veux dire, avoir un chef qui est moins bon que toi sur un métier, c'est horrible, quoi. Et donc voilà, on a fait ça pour être sûr qu'on mette en place un truc qui élève tout le monde vers le haut, l'évolution. Et alors, ta question, c'était par rapport à tout ce qui est gestion agenda, les éléments que tu considères comme oui, l'administratif. Agenda, ça c'est une question de gestion. Du management by meeting, c'est un gars qui fait du contrôle. C'est-à-dire où t'en es, je veux suivre toutes tes tâches, etc. On ne veut pas des managers qui contrôlent, on veut des managers qui bossent avec les équipes. Donc il n'y en a pas parce que c'est pas ce qu'on attend d'eux. Après, tu as des fonctions qui sont nécessaires, par exemple le recrutement et la formation des nouveaux. Alors ce qu'on fait ça, au lieu de centraliser toute la fonction sur le manager, qui était peut-être le meilleur développeur, au lieu de dire maintenant tu fais du recrutement, c'est pas fun. Au début c'est fun, mais après 2-3 ans t'en as marre, et de la formation, etc., on va distribuer ça dans l'équipe. Et dans toutes les équipes, par exemple de développeurs, mais c'est pareil dans les consultants, on va dire, chaque développeur, ceux qui veulent prendre une responsabilité en plus, ils peuvent, et alors ce qu'ils vont faire, c'est 80% de leur temps, ils vont continuer à développer, et 20% de leur temps, ils vont prendre une responsabilité. Par exemple, recruter. Il y en a qui font du recrutement. Il y en a d'autres qui font de la formation des nouveaux. Il y en a d'autres qui construisent la documentation. Mais c'est distribué sur l'équipe. Par contre, le team leader, lui, il ne fait que bosser avec l'équipe, il fait que être productif et s'assurer que l'équipe est plus productive. Ok, donc ça leur permet en fait d'acquérir une nouvelle compétence, de changer un peu. Ça permet à l'équipe d'avoir des nouvelles compétences et ça permet de ne pas avoir cet effet hiérarchique où le manager prend toutes ses responsabilités, devient avec le temps séparé du business et de continuer à avoir des team leaders qui sont les plus experts dans le domaine et qui se retroussent les manches et ont le temps de bosser avec les équipes parce qu'ils n'ont pas tout ça à faire. Un autre point hyper intéressant et qui n'est pas anodin, c'est le fait que chez Odoo, on peut développer sa carrière, pas uniquement en devenant manager. Tu l'avais partagé aussi en devenant meilleur dans la compétence qu'on maîtrise déjà. Ça, c'est quand même assez unique. Par exemple, le salaire ne dépend pas de ta fonction. Quelle que soit ta fonction, quel que soit le nombre de gens que tu manages, ton salaire ne va pas dépendre de ça. On a un rating pour chaque personne. Est-ce que tu es en dessous des attentes, aux attentes, au-dessus des attentes, super au-dessus ou super au-dessus? 5 niveaux. Mais ça ne dépend pas du tout de combien de gens tu gères. Donc tu peux très bien dire, moi je vais être le meilleur des développeurs. Je m'en fous de gérer des gens, je veux juste faire mon job, je suis super bon, et être un expert en IA, en je sais pas quoi, etc. Et en fait, tu vas évoluer avec un salaire aussi bien, voire meilleur, si ton rating est meilleur que les autres. Et donc tu n'as pas cette notion où tout le monde veut évoluer dans le management parce que le salaire est attaché, quoi. Tu parles justement de ce rating, c'est-à-dire que si par exemple je fais une année où je suis super performant, donc le 5e niveau, et j'en fais 2 autres où je vais être moins performant, ce salaire, il va pouvoir fluctuer. Non, en fait, on juge les gens, la compétence des gens. Ta compétence, tu ne la perds pas. Tu peux avoir des hauts et des bas en termes de motivation, mais quand on monte quelqu'un dans la grille, c'est vraiment parce qu'on croit qu'il est compétent, il est bon. Et en général, les gens qui sont vraiment bons, ils ne diminuent pas. Ils peuvent avoir un petit down parce qu'ils sont démotivés, mais ils ne diminuent pas. Je vais revenir sur certaines étapes, notamment la levée de fonds, la croissance, etc. Mais tu as dit que vous avez 50% de croissance également dans les effectifs. Là, vous êtes 6500 personnes. Donc cette année, vous allez recruter à peu près 3000. 3000 personnes. C'est énorme de recruter 3000 personnes. Surtout qu'on recrute 1% des gens qu'on interviewe, enfin qui postulent. Ok. Donc il faut qu'on voit 300 000 candidats. 300 000 candidats. Et quels moyens vous utilisez justement pour acquérir tous ces candidats potentiels, ces CV? Est-ce que c'est juste organique et les gens ont envie de travailler chez Odoo de par la culture, de par la recommandation, de par la cooptation, de par tous ces éléments, ou il y a autre chose? D'abord, on a un super logiciel pour organiser tout ça. Par exemple, la Odoo Cooptation, c'est vraiment génial, ça fait 40% des sourcings. C'est un système de cooptation, donc chaque employé peut amener ses amis, puis il peut voir il a un tracking, il reçoit des points et de la gamification, ça aide vraiment. Avant, on faisait de la cooptation un peu à la main, tu vois. Référez-moi vos candidats, puis on gérait à la main, mais les gens n'avaient pas de nouvelles pendant 2-3 semaines, donc ça ne motivait pas à amener d'autres amis, etc. Avec une bonne app, ça monte.
Après, je pense que tout est dans le process et l'expérience que tu donnes à tes candidats. C'est pas tellement le sourcing. Le sourcing, c'est assez facile. Hein. Tu vas dans toutes les job fairs, tu postes sur LinkedIn, Monster, tout ce que tu peux imaginer. Mais après, c'est l'expérience. Tout se joue dans ton process. Nous, on engage en moyenne en 1 semaine. Donc entre le moment où tu postules et le moment où tu as l'offre, c'est 7 jours. Et ça, c'est le process, c'est l'expérience. Et pour les candidats, c'est génial. Ah, c'est très rapide, ouais. Ouais, il faut se mettre dans la peau d'un candidat. Et c'est pareil, quand on design un logiciel pour les clients, on se met dans leur peau. Postuler, c'est pénible, quoi. C'est ultra pénible. Tu vas soumettre ton CV dans un formulaire. Ouais. Plus personne remplit des formulaires aujourd'hui, c'est trop chiant. Il n'y a plus des contactos, c'est des live chats. Et puis tu attends des semaines, tu espères qu'on te réponde. Et puis tu sais pas, tu vas avoir peut-être 5 rounds d'interview. Tu sais jamais ce qui va se passer. Il y en a peut-être un qui va te dire non à la fin. Ouais. Et à la fin, on va peut-être même te faire une offre où le salaire ne te convient pas. Tout ça, c'est compliqué. Alors nous, on s'est dit, on prend l'inverse. On fait une expérience candidat qui est top. Et comment ça marche? L'expérience candidat est la suivante. Tu vas sur notre site. Déjà, sur le site, tu peux utiliser notre configurateur de salaire et tu vas savoir combien tu vas gagner. Donc tu mets des trucs. Alors en Belgique, la paye, c'est assez complexe parce qu'il y a plein de manières d'optimiser la taxe. Tu peux avoir des voitures de société, plus de jours de congé. Et donc tu as un configurateur de salaire où tu choisis ta bagnole. Tu choisis le nombre de jours de congé que tu veux. Tu choisis si tu veux une assurance groupe, si tu veux ceci, combien d'enfants. Et le truc te calcule, voilà l'offre que tu vas avoir chez Odoo. Donc avant même de postuler, tu peux déjà t'assurer que ce qu'on va t'offrir, ça rentre dans tes cordes. On paye très bien, donc en général, ça rentre dans les cordes. Ensuite, il postule, il est appelé le jour même. En fait, il n'est même pas appelé. Si c'est un job technique, il va recevoir un test à faire à domicile. Okay. Donc un test de développement. On regarde si le gars s'est développé. Il reçoit le test, et ça enlève déjà 70% des gens. 70% des gens. Donc ils font le test de développement. Ceux qui réussissent le test, ensuite, ils ont le call le lendemain, avec une HR, juste pour vérifier que tout est bon. S'ils ont des questions, aussi, il y a un côté service. Quand tu postules, tu as envie de savoir si la boîte te convient, donc elles répondent à toutes leurs questions. Et si c'est OK, ils reçoivent un lien avec un calendrier, et le candidat peut, dès le lendemain, prendre un rendez-vous. Il voit l'agenda des intervieweurs, et il prend rendez-vous quand il veut. Ah ouais. Et après, une fois qu'on fait tout en une seule interview, et après cette interview, là c'est long, elle dure 4 heures, 4 heures et demie. 4 heures par candidat. Par candidat, et une fois que cette interview est finie, on prend la décision. Et il reçoit l'offre le lendemain. Ok. Et donc tout confondu, ça dépend un peu du candidat, il y en a qui vont parfois prendre un peu plus de temps pour planifier, etc. Ouais. Mais si un candidat est assez rapide, tout confondu, tu es dans les 7 jours. Et c'est assez intéressant ce process, c'est un exemple aussi de cette volonté d'aller chercher à chaque fois de la performance dans un peu toutes les étapes de la croissance d'une entreprise et puis de ce que vous mettez en place. Et d'ailleurs, je le mets en lumière parce que c'est suffisamment important pour le mettre en lumière et je t'en ai même parlé avant l'épisode. Tu as pu faire une conférence pour Entrepreneurs.com à nos côtés et puis merci encore. Mais ce que j'ai adoré, c'est que tout ce que tu partages ici et tout ce que tu as partagé là-bas, tu as partagé ton écran, tu montres les chiffres parce que finalement, tu leur as dit, je vais vous montrer sur le logiciel que j'utilise, du coup, évidemment, où tout est centralisé et on voit les chiffres, les diagrammes, les éléments, etc. Et cette suite de logiciels, finalement, je dirais presque que tu l'as créé comme étant le logiciel idéal pour gérer l'entreprise de tes rêves étape par étape et que limite, à chaque fois que tu te dis, j'ai besoin d'une nouvelle feature, j'ai besoin d'un nouvel élément, on va le développer ou peut-être que c'est même toi qui le développes selon tes besoins. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir aussi être transparent, qui est une de vos valeurs. Ouais. Tu l'évoquais sur ces points. Il y a une croissance énorme et pour autant, tu es encore aujourd'hui PDG de Odoo, à la tête de Odoo. Dans toutes ces étapes, à quel moment tu as eu tes plus grands challenges ou il y a eu les plus grands changements dans ton quotidien, toi, en tant que dirigeant? Parce qu'au départ, on fait un peu tout, parce qu'on est tout seul, donc tu es seul aux commandes. Puis après, on doit structurer, puis après, on fait face à d'autres enjeux, puis après, on va développer un pays, puis 2, puis 3, puis 4. Et aujourd'hui, vous êtes présent dans, je ne sais pas combien de pays. 18 pays, mais avec des partenaires 200, donc en direct 18, puis avec des partenaires 200. Bien sûr, le rôle change. Au début, ton rôle, c'est de prendre les bonnes décisions. Ouais. Et tu décides tout. Tu décides tout, tu es avec les gens, tu es à fond dans l'exécution et tu t'assures que tout va très bien et tu fais une grosse partie toi-même d'ailleurs. Ça, c'est vraiment les premières étapes. Et puis plus tu montes, plus ton rôle, en fait, c'est plus tellement de faire les process, mais de t'assurer que la culture est bonne, parce que c'est plus toi qui vas faire les process, c'est les middle managers. C'est eux qui vont prendre des décisions, c'est eux qui vont, ou même les gens tout en dessous. Et donc, ce que tu dois créer, c'est l'environnement. C'est communiquer. Et donc, en fait, tu passes de l'exécutant au communicateur. Et plus tu montes, plus ton rôle, c'est de communiquer efficacement pour être sûr que tout le monde est aligné. Parce qu'en fait, pour choisir entre l'option A et l'option B, en général, elles sont toutes les deux bonnes. Mais ce qu'il faut, c'est de savoir laquelle correspond mieux à la stratégie de l'entreprise, avec la vision qu'on a de l'entreprise. Ce n'est pas tellement laquelle on préfère, c'est qu'est-ce qui va faire que tout est aligné, quoi. Et donc ça, c'est beaucoup de communication, beaucoup de formation, des team leaders, des gens en dessous. Et ouais, donc plus tu grandis, plus en fait tu passes de l'exécutant à la formation.
Après, à vrai dire, mon rôle, il a pas, à part ça, mon rôle, il n'a pas beaucoup changé. Depuis toujours, j'ai été très fort sur le produit, plus de 50% de mon temps. Alors, au début, j'étais probablement 100%. Puis c'est monté, mais aujourd'hui, je suis toujours plus de 50% de mon temps sur le produit. Ok, donc tu réfléchis au prochain... Je suis avec les développeurs, avec les product owners, à revoir les features. Alors, je les développe plus moi-même, mais ça, c'est resté 50% de mon temps. Et l'autre 50%, et c'était déjà le cas aussi avant, c'est que l'interne. Faire que nos processus internes sont meilleurs, sont plus rapides. Alors, ça change. Si c'est le marketing qui n'est pas efficace sur quelque chose, c'est transformer le département. Si c'est une filiale qui ne va pas, c'est aller dans la filiale, c'est transformer la filiale. Mais c'est vraiment travailler à ce que tout soit smooth en interne, ultra performant. Ça t'est arrivé typiquement de devoir te déplacer dans une filiale, il y a un truc qui ne va pas, et puis restructurer. Comment tu opères ça? Alors moi, j'y vais pas 5 jours. Tu sais rien faire en 5 jours. Quand j'y vais, c'est qu'il y a un vraiment gros problème. C'est pas juste pour quelques petits détails. Et donc je dois vraiment y aller. Et j'ai été 2 fois, une fois aux États-Unis, 2 ans et demi, et une fois en Inde, 1 an. Ah ouais, ou 2 ans et demi ou 1 an. Je peux peut-être expliquer l'Inde. Ouais. C'est la plus vieille société du groupe après la Belgique. Je l'ai lancée il y a 17 ans. Et elle a bien grandi au début. Et puis là, ça faisait 7 ou 8 ans qu'elle était bloquée à 200 employés. Okay. Mais 200 employés pour Odoo, c'est pas normal. Normalement, nos filiales, elles grandissent tout le temps, quoi. Et en fait, il y avait un peu de disconnect, etc., etc. Donc ils avaient besoin d'aide. Les gens sur place étaient super bons. Toute l'équipe est toujours là. Mais ils avaient besoin un peu d'aide. Et donc j'ai été m'installer en Inde avec la famille. On dit, on y va. J'ai besoin d'1 an pour tout changer, quoi. Et on a tout changé. Quand je suis arrivé là, ils étaient 200. On faisait 16 nouveaux clients par mois. Et on grandissait, mais pas beaucoup, quasiment flat. Aujourd'hui, 2 ans après, ils sont 1500. On fait 1000 nouveaux clients par mois. Et c'est l'entreprise du groupe avec le plus de leads, la plus grande croissance. Mais ça m'a pris 1 an. Ce genre de choses, tu ne le fais pas en 1 mois, quoi. C'est du boulot. Par exemple, j'arrive, il y avait 3 ressources humaines. Et tu vois, mon bon objectif, c'est en 1 an, je voulais grandir de 200 à 1000 personnes. Mais avec 3 ressources humaines, vas-y, quoi, pour recruter. Et le problème, c'est que recruter des nouveaux recruteurs, ça prend du temps. Tu dois d'abord prendre tes recruteurs, les recruter, puis ils ont un préavis, et puis tu dois les former. Et puis quand tu les as formés, ils arrivent, puis quand ils commencent à travailler, pareil avec les candidats, et donc tes premiers candidats, ils arrivent après 7 mois, quoi. Ouais. Mais quand t'as qu'1 an, tu peux pas te permettre ça. Donc j'ai dû prendre plein de raccourcis, quoi. Lesquels, par exemple? Je suis arrivé là, première chose que j'ai fait, quand je me suis rendu compte qu'il y avait un goulot d'étranglement au recrutement, j'ai demandé à des sales et des business analysts, maintenant vous êtes recruteurs, quoi. Ah ouais. La boîte a besoin de vous, on a besoin de ça, on va grandir à mort, mais là j'ai un problème. Pendant 4 mois, les gars, vous allez faire du recrutement avec moi, quoi. Je leur ai expliqué, ils ont compris l'enjeu, et ils l'ont fait, et puis on a grandi comme ça, quoi. Et du coup, j'ai pu accélérer. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai automatisé tous les recrutements, mais vraiment à l'extrême. Je me rappelle, j'avais tout automatisé, la prise de rendez-vous, la qualification, les emails templates, les recruteurs n'avaient presque plus rien à faire. Elles avaient juste les calls avec les candidats. Et elles tournaient à un call toutes les 30 minutes. Toutes les 15 minutes. Je ne sais plus si c'était 15 ou 30, mais tout ça, elles faisaient call sur call, quoi. Okay. Et tout était booké dans leur calendrier automatiquement. Il n'y avait rien, presque plus rien à faire. Parce que j'avais besoin qu'elles soient productives, j'en avais pas assez. Et j'étais embêté parce qu'après je voulais faire un meeting avec elles pour voir où on en est, finir le bonnet, et ça n'arrêtait pas de sonner leur truc. Et j'arrivais pas, elles étaient tout le temps en meeting. Désolé, j'ai un call, désolé, j'ai un candidat, Je me suis dit, oula, j'ai peut-être été un peu trop loin. Et tu viens de le dire, tu disais, vous allez avoir besoin de recruter avec moi. En fait, à chaque fois, tu le fais, oui, tu te mets dans les tranchées et t'es... Pour moi un bon manager, c'est pas un manager, au sens people management. Pour moi, un bon manager, c'est un team leader. Et le team leader, c'est le gars qui fait. Tu peux pas faire qu'une équipe soit bonne si d'abord tu ne la maîtrises pas toi-même, donc il faut le faire. Je veux dire, j'avais pas recruté en Inde depuis 10 ans, j'avais fait au début, mais j'avais oublié. Et puis tu peux pas te rendre compte des vrais problèmes tant que tu n'as pas participé. Et après, tu dois montrer l'exemple. Les gens vont te suivre si tu montres l'exemple. Complètement. Et du coup, en Inde, donc, on recrute. Il y a d'autres choses que tu as mis en place pour aller chercher cette croissance? Pour arriver à ça, j'ai dû adapter le produit au marché. La comptabilité ne marchait pas bien pour le marché indien. Les paiements, je suis arrivé, il ne marchait pas, on m'avait dit Stripe indien, ça marche. En Belgique, on pensait que ça marchait parce que sur le site de Stripe, ça marche. On voyait des paiements passer, donc je me dis, ça marche, ça marche. Les Indiens n'arrêtaient pas de nous dire, mais non, ça marche pas. On leur dit, si, regardez, les gens payent. Et en fait, 10% des transactions passaient et 90% étaient refusées. Ah ouais. Donc j'ai dû prendre des paiements providers indiens, j'ai dû travailler sur le marketing. J'ai monté l'équipe de recrutement. Ouais. Mon but, c'était d'engager 200 vendeurs. Mais une fois que tu engages ces 200 vendeurs, ça je l'ai fait, il faut des leads, il faut générer plein de leads. Et donc pareil, j'ai dû générer des centaines de milliers de leads pour alimenter ces vendeurs, parce que nous on travaille qu'en inbound, on ne fait pas d'outbound. Et donc j'étais au front, encore une fois moi-même, j'ai été faire des vidéos, des podcasts en Inde, sur des méga influenceurs indiens, etc. Et puis après l'équipe a continué. Donc, ma vision des choses, c'est
Le manager doit être un leader. Il fait lui-même, et puis on montre comment faire, on fine-tune le process, et puis l'équipe suit et fait avec toi. Ok, donc tu es allé sur des podcasts, sur des éléments, sur des réseaux, sur tout ce que tu veux. Tu as fait méga des pubs, trucs, des méga trucs. Tu parlais aussi de la recommandation. Odoo, il y a beaucoup de gens qui recommandent Odoo Oui. parce que finalement, le produit est au centre de tout. La clé de notre stratégie marketing, c'est il faut que le client soit super content. Le produit doit être tellement bon qu'en fait, on va convertir les utilisateurs en fans. Et ça, on le fait assez bien. Le produit est vraiment une tuerie. Et du coup, même aujourd'hui, malgré le fait qu'on dépense quelques millions par mois en marketing, on a encore 65% de nos leads qui sont organiques, c'est-à-dire les gens contents qui disent à leurs copains va voir Odoo, quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous parler plus en détail du produit, justement? Parce que moi, j'en parle beaucoup d'Odoo, que ce soit à nos clients, que ce soit à des gens que je croise, et même chez entrepreneurs.com. Franchement, c'est plusieurs centaines d'entrepreneurs qu'on a pu envoyer chez Odoo, et j'en suis hyper content parce que notre problématique, c'est la disparité des profils. On est de plus de 100 industries différentes, mais c'est aussi un vrai enjeu parce que finalement, dès lors qu'ils ont besoin d'un CRM, trouver un CRM spécialisé pour une brasserie ou pour une poissonnerie ou pour un e-commerce, c'est complexe. Alors qu'on sait que si on dit Odoo, il y aura obligatoirement une des applications de la marketplace ou autre qui propose une solution qui est une bonne alternative ou qui répond parfaitement aux besoins. Du coup, par tes mots, toi, comment tu expliquerais ce produit? Et surtout, il y a un point qui me fascine un peu pour tout te dire, c'est que il est très complet, mais que souvent la complexité vient, le fait d'être complet vient avec la complexité justement, alors qu'en soi il est simple. Ouais. Il est simple et n'importe qui même n'utilise pas l'informatique ou n'y comprend pas grand-chose, arrive à le mettre en place. Ouais. Quand j'ai démarré, les VC me disaient que c'était impossible. Ok. De choisir, soit tu fais un logiciel complet pour les grandes entreprises, mais qui sera compliqué, usine à gaz et tout ça, soit tu fais un petit truc simple, mais ce sera un petit truc. Et là, je me dis non, on va faire les deux. Mais on a réussi. Mais soit, je vais t'expliquer comment je l'explique. Comment je pourrais dire? Imagine un mécanicien. Tu vois, un mec qui est super bon, un bon mécanicien qui répare des voitures. Il adore son job. C'est le meilleur mécanicien que tu connaisses. Tu lui envoies une voiture toute pourrie, rien qu'avec le son du moteur, il va dire c'est ça le problème. En 2 heures, elle est réparée ta bagnole. Et maintenant, t'imagines ce même mécanicien, il n'a pas d'outils. Il n'a pas de clé pour dévisser, il n'a rien pour surélever la voiture. Il a beau être le meilleur mécanicien du monde, il a beau adorer son job, adorer son truc, s'il n'a pas des bons outils, en fait, il va passer 3 jours à essayer de réparer ta bagnole en chipotant avec des cailloux, il va pas faire le job correctement. Alors qu'il adore son job, il risque d'être démotivé, dépression ou n'importe quoi, parce que tout le monde a envie d'être productif, lui aussi, et il va pas aimer son travail à force. Et en fait, dans les PME, c'est un peu ça. Tu as beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils n'ont pas les bons outils. Ils n'ont pas les bons outils, et donc dès qu'ils ont besoin d'un truc, il faut trouver une société qui va me le faire, et ça prend du temps, et les gens en souffrent. Il y a des gens qui font de l'encodage qui ne sert à rien, ils n'ont pas les chiffres pour avoir les bonnes décisions stratégiques, ils ne les ont pas sous la main, il faut demander à des gens de faire des trucs, et les gens en souffrent. Du coup, il y a des gens qui font du travail administratif, de l'encodage pour rien, la réconciliation des données, de faire des choses à la main alors que ça pourrait être automatisé, etc. Et ça, c'est comme ça que je vois Odoo, c'est un outil pour que les entreprises soient plus performantes. Et ça se traduit dans chaque poste. Moi, je pars de la personne. Ça se traduit dans le comptable, qui doit plus encoder toutes ses factures à la main le matin. Tout ça doit être digitalisé, mais qui a un super outil de comptabilité sous les mains. Ça se traduit pour le caissier ou la caissière ou le logisticien qui va bouger des caisses dans l'entrepôt. Ou le vendeur qui a une bonne CRM, ou le marketing qui a tous les outils qu'il a besoin. Envoi de mail, WhatsApp, création d'une landing page, création du site web. Il doit pouvoir faire tout ça lui-même sans passer par 36 outils, sans avoir de complexité. Et ça, c'est ce qu'on fait chez Odoo. On fait des apps pour que toutes les entreprises soient plus efficaces. Et donc ça se traduit par plein d'apps. Généralement, les entreprises commencent par une app. Donc c'est ultra simple. Je fais un site web, je fais mon site, c'est drag and drop. Où je fais ma compta, pouf, je m'inscris, je pousse mes 100 factures, ils digitalisent automatiquement. J'ai ma compta, je connecte mes banques, puis j'ai mes relances automatiques. Ou une CRM, etc., etc. Et puis plus l'entreprise grandit, plus elle a des besoins, plus elle va ajouter. Et le truc qui est très compliqué dans une entreprise, c'est que quand tu ajoutes, tu pars une CRM, puis tu vas mettre la gestion des devis, puis tu vas mettre les factures, puis tes stocks, et ça va devenir une usine à gaz. Tu vas avoir besoin de développeurs pour intégrer ça, tu vas de complexité, et puis à la fin, tu n'évolueras plus, parce que cette usine à gaz va être très compliquée. Et le truc avec Odoo, tu pars avec une app, tu en ajoutes deuxième, troisième, quatrième, comme c'est tout dans le même logiciel, tu n'as pas besoin de connecter, tu n'as pas besoin de rien faire, c'est ultra simple, et ton entreprise peut grandir avec le logiciel. Tu parles du site web, par exemple, c'est un vrai casse-tête pour beaucoup d'entrepreneurs. Oui. C'est pas simple. Là, je l'ai vu sous mes yeux. Tu arrives, tu as différents templates, tu cliques, tu mets ton titre, tu mets ton nom, tu mets ce que tu vends, tu mets comment, tu mets la langue, tac, 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 tes couleurs, tes machins, tes trucs, cliquer, ça tourne, il y a une petite IA qui te crée ton site.
et en 2 minutes, tu as ton site. Et c'est Tu un as ton peu pareil. e-commerce, puis tu veux recruter, tu installes le recrutement, ça vient dans ton site, et ton site va grandir avec tes besoins en fait. Ok, et donc tout est centralisé. Tout est centralisé, tu n'as pas besoin de... parce que sinon tu fais quoi? Tu dois aller prendre un logiciel qui fait du recrutement. Ouais. Puis ce logiciel qui fait du recrutement, tu dois aller créer des pages sur ton site web pour publier tes offres d'emploi. Puis tu dois connecter les deux. C'est vraiment compliqué en fait. Et donc les entreprises perdent des mois en des choses qui normalement devraient prendre quelques minutes ou heures. Et la toute première fonctionnalité d'Odoo, plus par curiosité, c'était quoi? Parce que finalement, on ne peut pas, quand on lance un logiciel, directement avoir toutes les fonctions. Mais si, en fait, moi j'ai fait ça. Ok. Alors il n'y avait pas tout, mais il y avait beaucoup. Donc au début, je l'ai vendu pour des salles de vente publiques. Ok. Et leur besoin, c'était de gérer des ventes aux enchères. Ouais. Je crois que j'aurais pu le développer en 3 mois. C'est pas très compliqué comme truc. Au lieu de ça, le premier client, je l'ai fait en 1 an et demi. Okay. Parce que je me dis, ok, je vais faire des stocks, je vais faire les ventes, les achats, je vais faire les bases de la comptabilité, je vais faire tout ce qu'il faut pour faire un logiciel vraiment solide, complet, avec une architecture modulaire, comme ça on peut installer que les ventes, comme ça ça reste plus ou moins simple. Donc mes premiers clients, en fait, ça a pris beaucoup de temps parce que je l'ai conçu comme un éditeur. Mais j'ai vraiment conçu la modularité dès le début. Après, ce que j'ai fait au début n'était pas propre, on a dû le refactoriser. Hein. Ouais. Mais c'est une vision qu'on a depuis le début d'être le plus simple possible. Et je reviens sur la chronologie des éléments. Tu parlais tout à l'heure des levées de fonds, il y en a eu 2. Tu peux nous expliquer à quel moment, pourquoi? Tu disais aussi qu'il y avait eu peut-être des erreurs dans ces levées de fonds. Tu peux nous en dire plus? Alors j'ai commencé comme une société de service, mais avec une vision d'éditeur. Ouais. Donc, on voulait développer ce logiciel, mais la seule manière de financer, de nous payer, c'était de vendre des services. On a monté comme ça jusqu'à 100 employés en 2010. Okay. Mais là, j'en pouvais plus. Là, on commençait à développer des choses que je voulais pas qu'on développe dans le logiciel. Malgré qu'on travaillait comme des fous, on perdait de l'argent, j'avais du mal à payer les salaires. Là, je me suis dit non, il faut qu'on pivote. Et on va pivoter d'une société de service, on va devenir un éditeur de logiciel. Ouais. Donc au lieu de vendre le service au client, on va créer un réseau de partenaires. Ces partenaires vont faire le service, et nous, on va se focaliser sur le produit. On va juste faire le produit, le marketing, et on va laisser le service aux autres. Vachement risqué, hein, parce que du jour au lendemain, tu arrêtes toutes tes activités, tous tes revenus, et tu dis, je passe sur autre chose, et j'espère que ça va marcher. Donc pour couvrir cette transition, on a fait une augmentation de capital de 3 millions d'euros. Okay. On reçoit les 3 millions d'euros, on est les maîtres du monde, on n'avait jamais d'argent sur notre compte, là, on reçoit 3 millions d'euros. En 1 an et demi, il n'y a plus rien. On recrute, on engage des développeurs, on met en place le business model, on met en place un réseau de partenaires dans le monde entier. Ça grandit bien, on crée plein de partenaires, ces partenaires nous payent un petit peu. Mais on reste sur un modèle un peu bancal, où ce qu'on vend, en fait, c'est des contrats de support, et les contrats de support intéressent moyennement nos clients. Les partenaires nous payent un petit fee, mais c'était pas grand-chose. On devait leur donner tous nos leads pour ce petit fee. Donc on arrivait, mais c'était pas incroyable. Et là, on a dû basculer sur un autre modèle qui est de dire allez, maintenant, il faut qu'on soit SaaS, qu'on ait une offre vraiment out of the box, drag and drop, etc. Pour que les clients, au lieu de passer systématiquement par un partenaire, puissent aussi essayer en direct. Donc deuxième challenge, deuxième gros changement d'activité, c'est là où on est passé dans le modèle open core. Ouais. On va dire de full open source, on va passer de 80% open source, 20% payant. Et là, pareil, on a levé 7 millions d'euros pour un deuxième pivot, pour faire cette transition. Et là, c'est la dernière fois où on l'a fait, parce qu'après cette transition, on n'a plus jamais eu de problème de cash. Dès lors que tu es passé en open core, donc le cash généré par les utilisateurs payants était tout de suite suffisant pour couvrir tous tes frais? Ça a pris 1 an parce qu'il y a eu la transition. Okay. Mais au bout d'1 an, on a dû construire les 20% de features payantes. Ouais. Au bout de 2 ans, oui, ça a bien marché. À partir de quand vous êtes rentable? 2 ans après ça, de 2018, 2017. Non, on a toujours été plus ou moins rentable. Hein. Le problème, c'était le cash. Ouais. Mais la rentabilité était presque... Comme on n'avait pas de fonds, on a fait presque rien. En 2010, 11, 12, on a perdu beaucoup d'argent. Ça, c'est à cause de la levée de 3 millions d'euros qu'on a brûlé. Mais sinon, avant, on vivait de rien parce qu'on n'avait pas d'autre entrée que nos ventes. OK. Et à partir de quand il y a cette accélération? Parce qu'on le voit, c'est vraiment exponentiel. Il n'y a jamais d'accélération. En fait, ce qu'on a fait, c'est plus de 50% par an, tous les ans, pendant 20 ans. Il n'y a jamais eu une année où on a fait 100%, 200%, c'est 50% par an. C'est de la pure exécution. Chaque année, on travaille bien, on fait du bon boulot. Et tu te vois encore continuer 3, 4, 5 ans avec ces 50%? Alors, on est plus vers du 45 depuis 2 ans. Parce que quand tu as 6500 employés, il faut y aller, mais ça reste énorme. Hein. 45%, on va quand même recruter 3000 personnes cette année. Ouais. Oui, et je considère que c'est mon rôle de s'assurer qu'on a une croissance dans le futur. Tu me disais tout à l'heure que c'est que le début. Tu vois jusqu'où ou d'où? En fait, on n'a même pas 0,1% de part de marché. Je veux dire, notre marché, c'est quoi? Petit, moyen et grand. On couvre les 3 segments. Presque tous secteurs confondus, dans tous les pays.
Je veux dire, le nombre d'entreprises, tu peux prendre n'importe quel petit business dans la rue, c'est un client d'où, quoi. Et donc, le temps d'arriver à faire ça, il va falloir quelques années quand même. Vos plus gros marchés aujourd'hui, en termes de pays, vous êtes bien Le plus gros, c'est positionné? les États-Unis, mais il fait que 11% de notre chiffre d'affaires. Ok. Donc, c'est vraiment rien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que notre chiffre d'affaires est très réparti sur beaucoup de pays. La France, la Belgique, la Oui, Suisse, oui. typiquement. Ils arrivent dans le top 20 ou 10, probablement, mais ça reste petit, c'est du 7-8%. Le deuxième, c'est la Belgique, on est à 10% de chiffre d'affaires. Ok. Et puis après, tu arrives sur une somme de 5, 4, 3, 2%. C'est intéressant ça, parce que proportionnellement, la Belgique, c'est très petit par rapport aux États-Unis. Donc Oui. vous êtes très implémenté On en est très Belgique. implémenté en Belgique. Ouais. Une société sur 5 utilise Odoo. Waouh. Il y a un moment donné où tu dois aller pendant 2 ans et demi aux États-Unis, justement, Oui. pour redresser finalement les États-Unis et recréer. Alors, c'est jamais pour. Oui, redresser, c'est un terme un peu négatif, mais c'est pour aider l'équipe locale, quoi. Qui fait face à des difficultés? Qui fait face à des difficultés. Après, de la manière dont on travaille, nous, on envoie toujours un directeur de chez nous qui est vraiment le meilleur dans son job. C'est peut-être un très bon vendeur, un très bon consultant, mais c'est pas non plus un gars qui l'a vécu, quoi. Qui a vécu la croissance d'une boîte de 1 à 1000 personnes, c'est pas évident. Hein. Ouais. Et les challenges, c'est pas toujours les mêmes. C'est-à-dire le challenge pour grandir de 1 à 10, de 10 à 100 employés et de 100 à 1000, c'est 3 challenges, 3 étapes vraiment très Complètement différentes. différentes. Ouais. Donc il arrive parfois que quelqu'un bloque à un niveau, le gars est super bon, il a juste besoin d'un petit peu d'aide, et puis il perdra au niveau suivant, quoi. Et typiquement, c'était quoi là, les challenges aux États-Unis? Alors, aux États-Unis, il y en avait pas mal. Il y avait des problèmes à délivrer. Il y avait pas sur les consultants. Il y a toujours le challenge produit, ça c'est récurrent. Le produit n'était pas assez adapté au marché. Ok. Le produit était très bon, il faisait plein de fonctionnalités, mais pour les États-Unis, tu dois être très beau. Tu dois pas être très bon, tu dois être très beau, shiny, etc. Et donc avec une belle UX, excuse-moi. une super bonne interface utilisateur, et c'est Ok. ce qui compte avant tout, quoi. Et typiquement. Et ultra simple. Et ça me fait te poser une question, excuse-moi, et après on continuera cette réponse, mais il y a certains pays où l'interface est différente selon le pays. Typiquement, Ouais. si j'ouvre Odoo en Suisse, est-ce qu'elle sera différente que celle en Inde? Par exemple, ou j'ai celle été en Inde. Donc nous, on a une app, c'est la caisse pour les magasins, Ouais. ou pour les restaurants, pour les deux. Et tu vas dans un restaurant ou dans un magasin en Europe, bah, tu prends les articles, ils les scannent au barcode scanner, quoi. Et c'est Ouais. boum, boum, boum. Mais en Inde, les gars, ils n'ont pas de barcode scanner. C'est trop cher, quoi. Et ils ont même souvent pas d'ordinateur et pas d'électricité. Donc, un des premiers à qui j'ai vendu, c'était un vendeur de livres dans la rue. Le mec, Ok. il fait 6000 livres par semaine, je crois, donc c'est un gros volume. Mais il a 6 petits stands tout seul, c'est des livres étalés par terre dans la rue. Et ils vendent comme 6 000 ça. livres par semaine. Et ça tourne, quoi. Mais il n'a pas de barcode scanner, il n'a pas d'électricité, il est dans la rue. Hein. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il fait tout sur son téléphone. Et donc, au lieu du barcode scanner, on a dû adapter Odoo pour pouvoir scanner avec la caméra du téléphone. Ok. Ah ouais, Et ça, dans tous les pays, tu as des petits trucs comme ça, quoi. donc à chaque fois, tu vas réadapter. Tu adaptes. Et en Développer. fait, ça fait assez génial parce que maintenant, quand tu vas dans un magasin en France, bien sûr, ils ont tout au barcode scanner, pas de problème. Mais quand ils réceptionnent, imagine un magasin de jouets, ils réceptionnent des jouets pour les mettre dans les rayons. Et en fait, leur barcode scanner qui est à la caisse, ils savent pas l'utiliser. Donc maintenant qu'on a le barcode scanner sur le téléphone, ils vont avec leur téléphone, ils mettent dans les rayons, tac, 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 et ils font les entrées de stock comme ça. Donc ce qu'on a fait en Inde est devenu une super innovation en Europe. Par exemple, en Inde, il ne peut pas encoder quand tu scannes liste des livres. Tu ne peux pas commencer à encoder la description des livres, prendre des photos sur ton téléphone portable. Le mec, il va prendre 20 minutes pour encoder un nouveau livre, c'est pas possible, quoi. Un nouveau produit dans son catalogue. Et donc, on a intégré avec des bases de données. Ils scannent le barcode, on a des milliards de produits qui sont déjà indexés, tout ce qui existe sur Amazon et sur Google, etc., est déjà indexé, comme ça, il ne doit rien encoder. Toute la description arrive, les photos arrivent, tout, il doit juste scanner son produit qui rentre. Ça reconnaît automatiquement. Ça reconnaît, on va dans les bases de données produits et on crée toute la fiche produit pour lui. Et ça, c'était nécessaire, sinon j'aurais jamais vendu à ce gars-là. Et maintenant, je suis arrivé à ça, en France, les gens n'attendaient pas ça, ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient pris l'habitude d'encoder tout à la main, de recopier, etc. On leur a montré ça, ils ont trouvé génial. Et en fait, le fait de faire différents marchés ou différents secteurs d'activité, ça nous permet d'innover en les croisant, quoi. Revenons aux États-Unis. Donc là, il y a ces différents challenges. Oui. Lesquels? Qu'est-ce qui se passe? Comment Alors, c'est toujours le fondamental, c'est toujours le produit. Ouais. Aux États-Unis, c'était pareil qu'en Inde. Le produit était un point bloquant aussi. Il a fallu l'adapter au marché. Et ça, avec la distance, en fait, c'est pas évident. Tu as un directeur local qui te dit il faut changer ça, ça, ça. Toi, tu es ici, en France ou en Belgique, tu te dis je sais pas, il a l'air oui, ça a l'air bien, mais quand même, c'est pas si important que ça, quoi. T'as pas le sentiment de l'importance. Puis quand tu as des clients en face de toi qui disent mais c'est quoi cette merde? Vous avez même pas cette fonctionnalité-là, qui pour toi semble ridicule, ça prend toute son importance. Et là, du coup, tu mets tout en place pour que ça aille beaucoup plus vite, quoi. C'est juste ressentir les choses, les besoins locaux, quoi.
Et il y a une anecdote aux États-Unis qui est assez folle, c'est ce bâtiment qui vous a été offert. Oui. C'est pas anodin, où il y a combien de collaborateurs maintenant? 900 personnes? 900 personnes sur les 2 bureaux, donc on a un bureau à San Francisco et un à Buffalo. Ouais. Et justement, comment on se fait offrir un bâtiment par une ville? Alors, ça commence par, donc c'est à Buffalo. On a reçu un building, je sais pas, il y a 14 étages, qui était l'ancien building d'IBM, et la ville nous l'a donné, en promesse de recruter 500-600 personnes, ce qu'on avait l'intention de faire. Comment on est arrivé là? C'est d'abord comment on arrive à Buffalo. Personne ne va à Buffalo. C'est une ville, ancienne ville industrielle, un peu où l'industrie est partie, un peu en difficulté aujourd'hui. C'est dans l'État de New York, mais tout le monde va à New York, personne ne va à Buffalo. Et comment on s'est retrouvé là? En fait, pour moi, ce qui est le plus important que tout, c'est quand tu ouvres un nouveau bureau, c'est le directeur. C'est pas tellement la ville ou le pays, c'est de trouver la bonne personne. Tu peux avoir la mauvaise ville et le bon gars, il va faire que ça marche. Mais tu peux aller à la meilleure ville, plus stratégique, tu n'as pas le bon directeur, ça va être compliqué, quoi. Donc nous, on parle toujours de la personne. On ouvre un bureau que si on trouve la bonne personne pour le bureau. Et on avait ce gars qui était le meilleur des vendeurs pour la côte Est, et qui s'appelle Nick, il est toujours là, c'est lui qui gère Buffalo, et on se dit, on veut faire quelque chose avec lui. Et lui nous dit, ouais, je suis prêt, j'ai envie de faire une boîte. Ok. Et il voulait rentrer chez ses parents qui habitaient à Buffalo. Et donc lui voulait faire un truc à Buffalo parce qu'il est de Buffalo, etc. On dit, fine, tu veux faire un truc, vas-y, tu crées ta boîte à Buffalo. Et il s'avère que c'était une super idée. Parce qu'en fait, la rétention, elle est nettement meilleure. À San Francisco, on est à côté de Google, Apple, Microsoft, pas évident. Les salaires sont 40% moins chers. Et nous, on fait une grosse partie de nos ventes par téléphone, ou du support par téléphone, donc que ce soit à Buffalo ou à New York, ça ne change rien. Mais avoir des employés qui restent 7 ans plutôt que 4 ans, ça change tout. Ouais. Qui coûtent un petit peu moins cher, que tu peux engager, parce qu'ils ne sont pas engagés par Microsoft juste à côté. Et en plus, comme c'est une ville en difficulté, il y a pas mal d'avantages. Et Nick étant super bon, il a commencé à faire des deals avec un peu tout le monde, et il a fait un deal avec la ville. Je vous promets qu'on recrute 600 personnes, mais vous me donnez ce building. Ça s'est passé. Magnifique. Et typiquement, tu évoques le fait que il était déjà chez Odoo, il était déjà très bon chez Odoo en tant que commercial. Ouais. Il veut rentrer à Buffalo, il veut lancer sa boîte. Donc tu lui dis go, tu peux développer Odoo à nos côtés, tu lances ta boîte. Donc sous-entendu, il est maintenant actionnaire, cette personne de Odoo? Non, il n'y a pas d'actionnaire chez Odoo. On fait pas de participation en capital. D'accord. Parce qu'on ne travaille pas pour la valeur et pas pour l'argent. Okay. Il a un super salaire, hein, c'est pas un sujet, mais... non, par contre, c'est sa boîte au sens, il gère tout, il dirige tout, et c'est une filiale d'Odoo, en fait. Tu dis, on ne travaille pas pour la valeur et pas pour l'argent, ça fait aussi partie de la culture Odoo? Oui, donc... j'ai toujours dit chez Odoo, notre objectif, c'est pas de faire un exit. Ouais. On ne veut pas rentrer en bourse, on ne veut pas vendre Odoo à un grand acteur. Donc on ne veut pas faire un exit et donc réaliser toutes ces actions. On ne veut pas transformer toutes ces actions en cash. Donc c'est difficile de dire je vais donner des actions aux employés si l'objectif est justement pas que ces actions deviennent en cash un jour, quoi. Donc c'est pas aligné avec notre valeur. Notre valeur vraiment, c'est de construire un projet sur le long terme. La valeur de la boîte, on s'en fout. Souvent même, on a essayé de la faire qu'elle soit plus basse que ce qu'elle n'est réellement. Parce que moi, je rachetais chaque fois un petit peu. Et les fonds qui sont rentrés à ces 2 phases, tu les as rachetés entre-temps? Non, c'est pas possible. Quand une boîte vaut des milliards, tu peux pas racheter ça. Ouais, justement. Tu rachètes moi, avec mon salaire, quoi. Donc j'ai un salaire de quelques milliers d'euros, je rachète ce que je peux racheter, mais c'est rien du tout, quoi. Et je te pose la question, parce que vu qu'il n'y a pas de volonté d'exit ou autre, quel est leur avantage à eux? Alors, c'est des sorties secondaires. Donc il y a un investisseur qui rentre, et à ce départ, va revendre à un autre investisseur qui va revendre à un autre investisseur. Ok, ouais. Donc c'est un vrai sujet là-dessus. Il y a un point, tu vois, c'est assez drôle et qui fait aussi ta signature, c'est qu'on te sent ultra humble, les pieds sur terre, et c'est suffisamment rare pour être mis en lumière, parce qu'aujourd'hui, tu aurais pu augmenter ton salaire. C'est parce que tu vis à Paris, à Dubaï. Par exemple. En Belgique, c'est différent. Oui, effectivement. Et puis, en plus de ça, là-bas, vous avez 900 collaborateurs. Tu vois, tu cites cette ville pour citer que ça. Mais dans le sens où c'est un peu ta signature aujourd'hui aussi, c'est que tu es resté concentré, comme au premier jour, uniquement sur le produit, avec cette même conviction. Ça fait partie de la culture Odoo, c'est toi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. On les voit peut-être pas, on les met peut-être pas en lumière, parce que c'est pas ceux qui essaient de se mettre en lumière. Ouais. Mais je pense que beaucoup de fondateurs sont des artisans à la base. C'est des gens qui aiment leur métier, qui ont commencé par le métier, et qui ont évolué, mais qui aiment faire ça. Donc je crois pas justement être différent, au contraire, je pense qu'il y en a énormément de gens comme ça. Oui, complètement. Un autre point, c'est que sous ta direction, Odoo devient la première licorne tech wallonne, avec 5000 employés, 7500 partenaires. Quelles sont selon toi les 5 décisions, disciplines sans lesquelles Odoo n'existerait pas à ce niveau-là?
Le business model, les quelques changements qu'on a fait, ils ont vraiment été stratégiques. Ouais. Le produit, l'investissement pendant 20 ans, focus produit. Il y a beaucoup de boîtes n'arrivent pas à se focaliser. Quand elles grandissent, il y a toujours des managers qui veulent lancer des nouveaux départements, des nouveaux produits, qui ont des nouvelles idées. Arriver à une boîte comme ça où tu as 6500 personnes, un seul produit. Donc il y a un seul produit dans la boîte pour 6500 personnes. Seulement 2 plateformes de hosting. 2 prix, on n'a que 2 prix différents. Pour arriver à ce niveau de simplicité, alors que tu as du monde et chacun a envie de venir avec ses idées et ses trucs, il faut être très très focalisé. Ouais, complètement. Du coup, ça fait ces 2 éléments. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ce qui fait la force de Do, c'est notre culture d'entreprise. Vraiment capitaliser sur tout ce qu'on fait, ne pas perdre du temps sur les one-shots, une grosse vision long terme. Et alors, on a une vision qui est quand même assez forte sur l'utilisateur. Beaucoup de management software, logiciels de gestion, on dit management software en anglais, sont faits pour les managers. Donc ils vont avoir des beaux dashboards, le manager va être content, mais derrière, c'est pas terrible pour les utilisateurs. Nous, on a pris toujours la démarche inverse de dire on va faire un outil qui est excellent pour les employés, que chaque employé devienne plus productif. Et en fait, ma vision des choses, c'est que si chaque employé dans la boîte est plus efficace et plus productif, alors la boîte, elle va tracer. Et c'est comme ça qu'on fait, c'est pas en donnant des dashboards à des managers, quoi. Et ça, c'est une vision diamétralement opposée du monde de la gestion d'entreprise, en tout cas des logiciels de gestion d'entreprise. Donc finalement, c'est aider les opérations plutôt qu'uniquement le tracking des Oui, opérations. alors, bien sûr, un manager est aussi un employé. Bien sûr. Donc on doit aussi faire ces dashboards, on fait tout ce qu'il a besoin. Mais moi, nous, vraiment, c'est chaque utilisateur. On s'assied beaucoup à côté des gens, on regarde comment ils travaillent, et on regarde où est-ce qu'ils peuvent gagner du temps. Et des trucs, parfois, c'est hallucinant. Quand tu commences à faire ça, tu te dis, mais les pertes de temps qu'il y a dans le business, et les gens ne s'en rendent même pas compte, souvent. Tu as des exemples? Par exemple, allez, prends un recruteur. Tu vas t'asseoir, quelqu'un qui fait du recrutement toute la journée. Va t'asseoir à côté de lui, et tu regardes comment il travaille. Moi, je l'ai fait, je peux te le dire. Plus de 50% des emails, c'est de la planification de rendez-vous. Est-ce que vous êtes dispo pour le premier interview? Le manager est plus dispo. Est-ce qu'on peut rescheduler? Le candidat n'est pas dispo, on veut bouger, mais il y a 3 personnes dans l'interview. Est-ce qu'on regarde essayer 3? Est-ce qu'on peut bouger? Second round d'interview, troisième round d'interview, quatrième round d'interview. 50% des emails, c'est de la planification d'interview. T'imagines le boulot de merde? C'est très administratif, quoi. Ouais. Je veux dire, un recruteur peut être utilisé à faire des choses beaucoup mieux, à valoriser la boîte, à avoir une vraie discussion avec le candidat, etc., etc. Et ça, c'est des choses, si tu as un bon outil, c'est réglé. Planification de rendez-vous, tu as l'agenda, je prends rendez-vous dans le calendrier du manager. Si je veux, je reschedule moi-même. Si le manager change, je reçois le lien, je peux scheduler. Il n'y a pas besoin d'avoir un humain qui fait tout ça. Et après, tu as la négociation de contrat. Tu as aussi 20% des temps, ça va être et je veux une voiture, peut-être une plus grosse. Et si je prends des pneus hiver? Et si je prends plus de jours de congé? Est-ce que j'ai quoi comme salaire? Et puis tu as des allers-retours juste pour préparer l'offre. Mais en fait, ça aussi, ça se règle. Si tu as un bon configurateur de salaire, nous, on envoie un lien au candidat. Et dedans, il peut tout choisir. Il choisit sa voiture, il choisit ses jours de congé, et son brut change automatiquement, à même coût entreprise. Ça, c'est réglé. Et puis, tu as la signature de contrat. Il faut se retrouver pour signer les contrats. Pareil, signature électronique en ligne, et puis il n'y a plus rien à faire. Puis, il faut commander des voitures. Nous, on a une app fleet. Et donc, si tu regardes un job random, comme un recruteur, qui n'est pas avec des bons outils, tu vas avoir 50% du temps qui est de l'administratif inutile, qui pourrait aujourd'hui être remplacé. Et si tu fais ça, alors ton recruteur, il devient super bon. Il va te booster ton sourcing, il va passer plus de temps à travailler sur le sourcing, il va travailler la relation avec les candidats pour être sûr qu'on signe avec eux. Si tu leur enlèves 50% d'administratif, ils peuvent devenir nettement meilleurs. Ouais, et ça multiplié par toutes les tâches. Surtout que la plupart des chefs d'entreprise font aussi eux-mêmes leur recrutement. Oui. Et puis ils essaient de tout gérer eux-mêmes. Ouais. Et ça, c'est juste un exemple. Des postes comme ça, tu en as plein. Prends un comptable, tu as encore combien de comptables aujourd'hui qui passent leur temps à encoder des documents? Je veux dire, aujourd'hui, les connexions banques sont automatisées avec PSD2. L'IA, tu fais 98,5% de correct sur les factures. Ouais. Tu n'as plus besoin d'encoder des documents, valider des documents à la main, checker des numéros de TVA. Donc si tu leur enlèves ce temps-là, autant qu'ils fassent de l'optimisation fiscale, du conseil, de la review, etc. quoi. Complètement. Et dans le catalogue Odoo, avec les différents modules que tu peux prendre de base, oui. Il y en a un, il s'appelle IA, justement. Oui. Dans quelle mesure vous avez intégré l'IA dans Odoo? Est-ce que c'est une IA générative, un petit peu comme on voit sur ChatGPT, Gemini ou autre? Ou est-ce que c'est finalement l'amélioration globale de tous les autres modules grâce à l'IA? C'est l'amélioration de tous les autres modules grâce à l'IA. OK.
Alors, tu as des fonctions, par exemple, très comme ChatGPT, mais pour ton support interne, avec un RAG. Donc, tu peux... nous, on a ça, par exemple, on l'a mis en place sur odoo.com. 35% de nos tickets support, maintenant, sont répondus par de l'IA. Okay, donc entraînés sur nos données à nous, avec nos données à nous, etc. Finalement, c'est la création d'un agent. C'est un agent sur base de tes données à toi, puisqu'il a accès à toute ta gestion, quoi. Ouais. Et ça, donc, il peut vraiment aider tes clients. Ça, c'est des petites choses. Mais alors, après, il y a tout ce qui est automatisation dans l'ensemble des applications. Je sais pas, si tu prends une gestion de projet, parfois tu prends une tâche, tu veux la drag and dropper, genre elle est prête à être développée. Il faut choisir à quel développeur je la signe. Mais ça, tu mets l'IA. Tu fais ton prompt. J'ai Cédric, il est très fort dans tout ce qui est interface utilisateur. J'ai Marc, lui, il aime bien ce qui est base de données. J'ai Henri, lui, il maîtrise la comptabilité. Tu écris ton prompt, et puis quand une tâche va être déplacée, comme étant prête, lui, il va t'assigner le bon développeur. Et tu peux comme ça mettre des automatismes mais partout. Je t'ai mis dans les tâches, mais tu peux le faire dans le recrutement, dans la comptabilité, dans le manufacturing, dans les stocks. Et donc l'IA va t'aider vraiment à automatiser des petits bouts par-ci par-là pour que tous les process partout soient un peu mieux. Justement, moi, je te pose cette question parce que on a eu l'opportunité de voir ton agenda dans cette fameuse conférence et il était vide. Il y avait un meeting. Oui. Un meeting, c'était un meeting mensuel. Board meeting, conseil d'administration. Exactement, voilà. Et en plus, tu as dit, oh, celui-là, j'aime pas trop ce meeting, mais bon, je l'ai dans mon agenda, etc. Quand on t'écoute, tu gères tout, tu connais les chiffres, tu connais les éléments, tu connais les produits, les différents éléments. Bon, j'ai envie de dire, c'est ta boîte, tu es passionné, ça se ressent et tu mets toute ton âme, ton énergie dans celle-ci. Mais finalement, comment tu fais pour avoir un agenda vide ? On aimerait avoir le secret parce que moi, mon agenda, il est tout sauf vide. Je sais que la plupart des entrepreneurs qui nous écoutent sont en quête de trouver du temps pour faire des choses. Et parfois, effectivement, tu te retrouves à mettre des tâches dans ton agenda, des choses dans ton agenda, plus parce que l'humain a horreur quelqu'un l'a du vide. poussé, quoi. Exactement. Et toi, c'est quoi ta méthode ? Et tu fais comment pour être productif si ton agenda est rempli ? C'est c'est un vrai combat. C'est un vrai combat vrai, de pouvoir produire. Ouais. Ouais, je peux pas imaginer, oui. Non, moi, je m'attaque à des vrais problèmes. Et quand tu t'attaques à des vrais problèmes, tu as parfois besoin de 2 jours, 3 jours, d'une demi-journée. Et ces vrais problèmes, parfois, tu les planifies pas, en fait. Ils arrivent demain, paf, il y a un truc, un énorme client, il faut absolument négocier un truc. Je libère la demi-journée, quoi. Mais si ton agenda est rempli, tu fais comment ? Et donc, moi, je travaille que sur ce que j'ai envie de travailler. Donc, j'ai pas de secrétaire, j'ai personne qui me book des meetings. Je rencontre très peu de monde. Comme ça me laisse le temps à faire des choses. Et j'ai la chance de travailler beaucoup en interne, par exemple, recherche et développement avec les développeurs, qui eux-mêmes n'ont pas de meeting. Je travaille pas avec des clients. Et du coup, je rencontre les gens quand je veux. Je vais à leur bureau, on discute et puis on fait le truc ensemble. Ok, donc. Et je rencontre des gens, beaucoup de gens par jour. Ouais. Mais c'est quand j'ai envie, on the spot, ou quand eux ont envie, mais je planifie rien. Ou pas beaucoup. Donc c'est un peu. Alors peut-être le terme est mal approprié, hein, mais mal choisi, mais au jour le jour et selon les envies, selon les besoins de la boîte. Les besoins, ok. Et comment tu définis les priorités justement ? Parce que oui, il y a un problème qui va arriver sur ton bureau. Mais peut-être que ce problème est moins problématique que celui-ci ou celui-là. Alors moi, je travaille beaucoup sur ce qui est long terme, pas tellement les problèmes du jour. Okay. Tout ce qui est stratégique, gros changements. Donc, par exemple, le produit, c'est le cas. Mais ça peut être un département qui ne tourne pas bien, je vais les aider. Ça peut être du marketing, ça peut être des choses qui sont vraiment plus long terme. Mettre en place des process, changer nos process internes, etc. Et ça, comme c'est l'interne, j'ai moins besoin de m'accorder avec l'agenda d'un client, par exemple. Il y a un moment donné où vous faites un changement de prix. Attends, juste sur les meetings, il y a un truc important, c'est que comme on ne travaille pas par reporting et KPI, et je n'ai pas besoin de contrôler ce que font tous les gens, j'ai pas besoin de faire des meetings pour ça. Aujourd'hui, tu as beaucoup de meetings qui sont faits parce que des équipes, des managers veulent faire un statut, voir où en sont les autres, contrôler les trucs, obtenir des infos de quelqu'un, etc. Chez nous, on ne travaille pas comme ça. Okay. Si j'ai besoin d'infos de quelqu'un, je lui envoie un mail, il me répond le mail avec les infos. Ou je lui chatte, ou je vais souvent même voir moi-même dans la base de données. Dans Odoo, tout le monde peut accéder aux infos qu'il a besoin. Et quand tu enlèves tout ça, en fait, tu as quand même beaucoup de meetings, 30 à 40, presque 50% des meetings qui disparaissent. Mais alors, du coup, s'il n'y a pas de... Management by meeting. Management by meeting ou d'OKR, de KPI et d'éléments comme ça, et que tu envoies un email, imaginons à Pierre, Paul ou Jacques pour savoir où en est ce projet, celui-ci ou celui-là, est-ce qu'on ne rentre pas dans une sorte de micromanagement ou comment on fait pour savoir que les choses avancent au fil du temps ? Moi, je trouve que le micromanagement, il est super. Okay. Alors, pas le micromanagement, le micro-review, je pourrais dire. Okay. Allez, imagine un graphe dans ta tête. Et dans l'axe X, tu as le nombre de projets ou de personnes que tu gères. Tu peux gérer plein de projets, plein de personnes. Et sur l'axe Y, c'est le temps que tu y mets.
Ok. Ton temps, il est limité par semaine. Tu peux faire tes 50 heures, 40, 60, je sais pas combien tu travailles, mais ton temps est limité. Donc la surface, nombre de projets fois le nombre de temps que tu y mets, elle va être limitée. Tu as deux manières de voir les choses. Tu peux dire, moi je vais être au courant de tout ce que font mes gars, donc je vais passer du temps avec chaque personne, chaque projet, chaque tâche, et je vais pas pouvoir y passer beaucoup de temps. Et ça, c'est ce que font les managers classiques. En gros, ils font un meeting, ils disent cette tâche, t'en es où, cette tâche, t'en es où, cette tâche, t'en es où, et toi, cette tâche, t'en es où, t'en es où. Et donc, ils font pas grand-chose sur chaque truc, ils s'investissent pas vraiment en profondeur, mais ils supervisent un peu tout. Moi, je veux pas que mes gens travaillent comme ça. Moi, ce que je veux, c'est des leaders. C'est-à-dire qu'ils font confiance à leurs équipes, mais quand il y a un problème, ils passent du temps. Et en gros, comment je travaille moi, c'est que 90% de ce que je supervise, j'y regarde même pas. Je laisse faire les gens, ils décident. Alors, ils vont m'appeler s'ils ont un problème. Mais 90%, je regarde pas, je fais pas de follow-up, je fais rien. Ou si je vais regarder moi-même dans les datas dans Odoo pour voir où on en est, mais je vais pas emmerder quelqu'un. Par contre, il y a 5-6 trucs qui sont des bottlenecks dans la croissance de l'entreprise qui feraient on avancerait plus vite si c'est réglé. Et ceux-là, je vais y passer beaucoup de temps. Ok. Je peux y passer la journée, 2 jours de suite. Et donc, je vais choisir mes chantiers et je passe beaucoup de temps sur ces chantiers-là. Bottleneck, donc goulot d'étranglement. Oui. Quel système est-ce que tu as mis en place pour pouvoir les identifier spécifiquement, pour savoir que c'est ces sujets-là sur lesquels tu dois mettre du focus? Est-ce qu'il y a Quand quelque tu chose les qui- vois, tu t'en rends compte vite. Ok. Avec l'expérience, tu n'as pas besoin de mesures. Quand tu les vois, tu te dis, ouais, il y a un problème là, ça va pas, il faut régler. Quoi. Et tu dis, alors je suis tout à fait d'accord avec toi sur le sujet des managers où tu vas passer 1 heure, 15 minutes, machin, et puis pas aller en profondeur sur des points, et que c'est beaucoup plus efficace lorsque tu prends une journée, une demi-journée ou plusieurs journées sur des points. Pour autant, on est tous limités par le temps dont on dispose, que ce soit en jours ou en heures. Il y a combien de personnes que tu as en direct, toi, avec lesquelles tu fais des reviews? Est-ce que tes directs ne sont qu'un certain niveau hiérarchique ou peu importe le niveau, tu y vas? Alors, j'ai bien compris Peu importe le la niveau. dynamique et voilà, mais ça peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent de comprendre aussi comment tu gères cette prise de décision par rapport à ta vision du management ou plutôt du leadership. Alors, moi, je pense qu'il faut travailler avec la personne qui est la personne qui va faire le job. Ouais. Et c'est pas que pour moi. J'espère que toute personne dans l'entreprise, si elle a besoin, elle va pas remonter vers ses managers, qui vont eux-mêmes redescendre vers le manager du gars qui va faire le boulot. Ce qu'on essaye, c'est que chacun travaille directement avec la personne qui fait le job. Donc moi y compris. Et donc je peux travailler avec un peu tout le monde en fait, en fonction des problèmes du jour. Enfin, pas des problèmes de l'année ou du mois. Ça varie, mais j'ai pas hiérarchie. Bien sûr, il y a une hiérarchie parce qu'il y a des team leaders partout. On a une vraie hiérarchie et je travaille avec eux aussi. Mais donc le nombre de gens avec qui je travaille au day-to-day est quand même assez important. Et j'ai des gens que je supervise, qui sont vraiment mes directs, que je ne peux ne pas voir pendant des mois, quoi. Des mois entiers. Oui, si ça roule, ils sont indépendants. Et je sais très bien qu'ils vont m'appeler s'il y a un souci. Ils sont autonomes, responsables. Oui, si ça roule, j'ai pas besoin. Et moi, vraiment, mon point, c'est chaque semaine, je dois régler 2-3 trucs qui fait que la boîte va plus vite. Le reste, j'ai pas besoin de tout regarder, tout vérifier. Mais il y a chaque fois 2-3 trucs, la boîte doit aller plus vite. Et chaque semaine, des choses différentes. T'évoquais tout à l'heure, tu m'as demandé, tu travailles combien? 40-50 heures par semaine. Toi, tu travailles combien d'heures par semaine si tu devrais traquer ça, si tu le traques? Bon, en général, je suis à 8h30 au bureau et je rentre à 7h30 chez moi. Ok. Et puis je travaille quelques heures le samedi, dimanche. Ok. Moins qu'avant. Maintenant, Ouais. je suis plus cool, j'arrive plus physiquement. Ok. Et justement, par rapport à tous ces sujets, si on enlève l'étiquette réussite et la valorisation d'Odoo, qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui au quotidien par rapport à ce que tu as créé? J'ai une anecdote à ce propos. Il y a quelques années, j'ai fait un sondage aux employés. Je leur ai dit, mais pourquoi vous restez chez Odoo? Qu'est-ce qui fait que vous restez, justement? Et j'étais persuadé qu'ils allaient me dire la culture d'entreprise. Qu'elle est vraiment cool, on s'entraide tous, il n'y a pas de manager. On a des managers, mais il n'y a pas cette notion de hiérarchie, de blocage que tu as partout dans les boîtes. Et j'étais persuadé qu'ils allaient me dire la culture d'entreprise. Et en fait, toute la boîte, majoritairement, a répondu le produit. La culture d'entreprise est venue, mais c'était en deuxième. Et pourquoi ils ont répondu le produit? Parce que c'est vraiment challenging intellectuellement. Quand tu travailles dans plein d'industries, dans plein de types de sociétés, sur plein de types de fonctions différentes, il y a toujours à apprendre. L'impact que tu as dans les entreprises qui utilisent Odoo, il est colossal. Je veux dire, tu transformes des PME. Tu as des gars qui nous disent j'étais en galère complet, maintenant c'est vraiment smooth, j'ai pu faire x3 sur ma boîte, j'ai pu faire. Et ça, c'est super valorisant. C'est vraiment chouette. D'apprendre tout le temps, de se réinventer. Le produit évolue très vite, donc on doit se réinventer en permanence. D'avoir un boulot qui est intellectuellement challengeant, c'est vraiment chouette. Et moi, c'est pareil, c'est comme les autres, c'est le produit et la culture. Ok. Et aujourd'hui, chez Odoo, tu évoquais le fait qu'il y a 3 types de métiers, entre guillemets. Tu as les commerciaux, les consultants
et les développeurs. Ouais. Grosso modo, C'est les 3 gros départements. 3 gros départements, ouais. Et effectivement, tous les autres, certains vont prendre des petites tâches liées à ça. Mais je rebondis sur un point, c'est que vu que vous recrutez jamais à l'extérieur, ça veut dire que tous les postes de base, comment vous faites pour les faire intégrer les nouvelles compétences dans Odoo? Est-ce qu'il y a quand même des exceptions à ça? Non, il n'y a pas d'exception. Il y en a eu dans le passé, il y a longtemps. Non, il n'y a pas d'exception. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on engage que des juniors. Hein. Ouais. On engage des gens expérimentés, qu'on paye comme des gens expérimentés, à leur niveau, très bien. Mais ils vont démarrer par le job. Ok, vous les faites monter progressivement. Ouais. Il faut qu'ils soient alignés avec ça, en fait. Il faut qu'ils soient prêts à se dire ouais, moi je suis prêt à vendre, ou je suis prêt à développer, je suis prêt à faire. Et on va les payer comme mieux que ce qu'ils avaient avant. Hein. Donc c'est pas un problème de salaire, puisqu'on paye aussi bien que tu gères ou tu gères pas des gens. Ouais, complètement. Maintenant, c'est une question de mindset. Parfois, tu as des managers, ils ont eu l'habitude de gérer des gens, et ils ont perdu cette habitude de gérer, de faire des choses eux-mêmes. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que nous, on évite par ce mécanisme. On veut des gens qui sont capables de faire. Ouais, des doueurs. Il y a un sujet pricing. À un moment donné où tu avais changé, vous aviez changé le prix, tu l'avais partagé justement, et il y avait une courbe qui, pendant un temps, il y avait eu une petite régression du chiffre d'affaires par rapport à un changement de positionnement qui vous a permis après d'aller beaucoup plus loin. Est-ce que tu peux repartager ce moment et cette anecdote, cette prise de décision, parce que peu d'entrepreneurs seraient en capacité de tenir une conviction comme celle-ci, surtout que c'était un risque et c'était beaucoup d'argent que vous perdiez tout de suite, instantanément. Et pour autant, c'est parfois ce qui fait la différence entre ceux qui vont pouvoir continuer à scaler et ceux qui vont stagner. Il y a 2 ans, tous les éditeurs étaient en mode forte inflation. Ouais. Augmentation de prix de 20%, 30%. Les salaires ont beaucoup augmenté aussi il y a 2 ans. L'index a beaucoup augmenté, tout augmenté. Et nous, on a fait l'inverse. On a diminué notre prix fortement. Mais cette diminution de prix, quand tu as des abonnements, tu es obligé de diminuer tes clients existants. Donc cette diminution de prix, en fait, elle s'est traduite pour nous par une perte sèche dans nos abonnements, puisque c'est du récurrent, de 16 millions d'euros. Tu dis, on perd 16 millions d'euros récurrents, tu vas au conseil d'administration, les gens disent, mais attendez, la valeur de la boîte, c'est 10 fois le... On perd 160 millions d'euros de valeur tout de suite. Chez Odoo, personne n'a hésité une seconde, tout le monde a dit, ouais, on y va, on fonce. Ouais. Alors on a cherché pour trouver le bon modèle, mais on y va, on fonce. Et pourquoi on a dit ça? Parce que c'était notre vision depuis le début, de dire, on veut un produit qui amène beaucoup de valeur, avec un prix le plus abordable possible. Et ce qu'on fait depuis des années, c'est monter le produit, descendre le prix. Donc c'était juste en ligne avec notre vision. Donc il n'y a pas eu de grande discussion là-dessus. Il y a eu des discussions sur comment le faire, quel prix exact. Mais tout le monde a été aligné. Donc on a descendu ce prix, on a perdu 16 millions d'euros du jour au lendemain. Et puis notre croissance, on a eu 2,8 fois plus de nouveaux clients par mois, juste après ce changement de prix. Ah ouais, quasiment instantanément. Instantanément, 2,8 fois plus de nouveaux clients par mois. En combien de temps? Après, les clients ramenaient moins, donc ça ne s'est pas traduit dans cette valeur en chiffre d'affaires. Ouais. Mais ça a fortement augmenté quand même notre croissance. Mais en combien de temps vous avez réussi à retrouver un chiffre d'affaires similaire? On a perdu 4 mois. 4 mois, ok, 4 mois. Et ça avait fortement impacté la marge? Oui, ça a beaucoup impacté la marge, mais comme on est confortable, heureusement les marges d'un éditeur sont confortables, ouais. C'est passé. Tu évoquais tout à l'heure le fait qu'aujourd'hui 65% de la croissance au niveau de l'acquisition des nouveaux clients est liée... Attends, je peux peut-être juste dire un truc sur le prix, c'est intéressant. Ouais. Tu as 2 manières de voir cette situation. Tu as beaucoup d'entreprises qui vont te dire on va faire une étude de marché. On va essayer de sonder, on va essayer de faire des trucs et tout. La manière dont nous on a travaillé, c'était pas du tout ça. Avant, on avait un prix qui était par utilisateur et par application. Donc, tu payais pour les deux. Et donc un gars qui était tout seul, un utilisateur, mais qui utilisait 7 ou 8 applications, ce qui était généralement assez rapidement le cas, il se retrouvait, il payait 100 € par mois. Ouais. Bon, s'ils étaient très grands, donc beaucoup d'utilisateurs, je sais pas, 1000 utilisateurs, là les applications ne valaient pas grand-chose, donc le prix était de 16 € par utilisateur. Notre réflexion elle était basique, elle était de dire, mais un indépendant, 100 € par mois, c'est trop cher. On n'a pas fait l'année dernière, c'est juste dit, moi si je suis indépendant, je paye pas 100 € par mois. Quoi. Le logiciel a beau être super, c'est comme un vrai... je me lance, je démarre dans l'activité, je fais attention à mon argent, c'est juste trop cher. Ça s'est basé au feeling. Et on s'est tous dit, ouais, c'est sûr. Et puis on l'a descendu 20 €. C'est hyper intéressant ce point-là, tu sais, parce que il y a de ça, je dirais, une année environ, une année et demie. Donc je pense après ce changement, je revois la bannière de prix de Odoo en parlant à différents entrepreneurs, etc. Et puis je vois un prix fixe par utilisateur, application illimitée. Oui. Et puis je me souvenais justement de ce modèle où j'entendais même des remarques, oui, mais c'est cher parce que selon le nombre d'applications... Plus tu prends, plus ça coûte. Oui, plus tu prends, plus ça coûte. Et puis moi j'ai 5 collaborateurs, mais du coup ça multiplie par le nombre d'applications, donc finalement c'est trop cher, etc., etc. Et on se retrouvait dans un modèle où
la volonté initiale d'être accessible devenait inaccessible selon le nombre d'utilisateurs et le nombre d'outils. Ouais, l'erreur qu'on a fait là, c'était une erreur, l'approche de ce précédent pricing. Ouais. Parce que c'était pas celui-là, mais il y en avait un avant qui était vraiment mauvais, où là on a perdu 1 an dans le développement de l'entreprise, où c'est le nombre d'utilisateurs fois le nombre d'apps, et puis tu payais le... Ouais. Et la logique où on était arrivé là était rationnelle. C'était de se dire, en fait, plus les gens ont de la valeur, plus ils seront prêts à payer pour. Et plus tu utilises l'application, plus tu as de la valeur. Donc, sur papier, tu te dis, ouais, plus ils ont de la valeur, plus je peux leur en extraire, etc. Et c'était hyper rationnel, on a mis en place ce produit, très mauvais pricing, une des pires décisions qu'on ait faites. L'autre, on a travaillé complètement différent, on dit, mais un indépendant, il devrait payer quoi? Je pense que 20 € c'est bien. On s'est dit, non. Et ça, comment on est arrivé à 20, c'est notre CTO qui a dit, moi j'aimerais bien que ce soit en dessous de 20. Ce serait la classe si c'est en dessous de 20. Donc on a fait à 19,90 en fait. Et c'était juste ça. Et donc on s'est fait mal, un truc qu'on n'aurait jamais fait, 19,90. Je suis sûr que n'importe qui est expert dans le pricing aujourd'hui, il regarde notre prix, il va nous dire, vous laissez de l'argent sur la table. Et c'est sûr, on laisse de l'argent sur la table beaucoup. N'empêche qu'on s'en fout, on est en train de prendre le marché parce qu'on n'est pas cher. Mais c'est justement la différence entre une offre et une offre irrésistible. Parce que l'effet que ça fait lorsque, moi typiquement j'ai cet effet, waouh, en fait c'est bon, et en plus c'est vraiment accessible. Et tu vois, je ne suis pas partenaire Odoo, je n'ai pas d'intérêt à dire ça, mais pour autant, j'ai appris là sur le plateau qu'il y avait ce système de partenaires de recommandation Odoo, alors qu'on a déjà envoyé des centaines de clients certainement chez Odoo en parlant librement à tous nos entrepreneurs qu'on accompagne. Donc, tu vois, d'où l'importance du produit derrière et du fait que ça apporte vraiment de la valeur à ceux qui l'utilisent. Ouais. C'est une question de positionnement. C'est juste parce que notre positionnement, c'était valeur for the money. Ouais. Et donc, on a tout fait pour ces deux-là. Et comme on était persuadé de ça, voilà, c'était logique d'essayer de descendre. Ça fait partie des core values. C'était notre core value. Après, tu peux avoir une autre. Si tu es dans le luxe, tu ne vas pas avoir cette approche. Bien sûr. Bien sûr. On en parlait rapidement tout à l'heure. Aujourd'hui, 65% de la recommandation est, 65% pardon, de l'acquisition de nouveaux clients est liée à la recommandation. Ça fait du sens avec tout ce qu'on a évoqué. Les 35% restants, dans quoi ils sont représentés aujourd'hui? Alors, d'abord, c'est 65%, même si c'est du bouche à oreille, ça se travaille. Ouais. Donc, une grosse partie, peut-être avant d'aller dans les 65, c'est de transformer tes utilisateurs en fans. Ouais. Et ça, on a quand même pas mal travaillé. On offre des cadeaux, par exemple, à nos utilisateurs. Okay. On dit, si tu as bien, par exemple, l'e-learning en ligne, si tu as bien suivi les formations, tu es devenu un peu bon, vraiment expert dans Odoo, on va t'envoyer un business game. On a créé un business game, c'est une boîte comme ça. Okay. Ou une tasse, ou des trucs. Vraiment, on travaille pour que notre communauté se travaille. On a créé une communauté complètement ouverte, où on discute, on fait beaucoup d'événements, 400 événements dans le monde entier par an. Ouais. Moyenne de 400 personnes par événement, des physiques, parce qu'on a aussi tout ce qui est en ligne, pour rencontrer la communauté. Parce que quand c'est humain, quand tu rencontres quelqu'un, tu as une meilleure connexion. Ah, puis c'est des énormes événements. La semaine dernière, en Inde, il y avait... là, c'était 100 000 inscrits, mais 20 000 sur place. Ouais. Et on en fait un la semaine prochaine à Odoo Experience. Pareil, là, ça va être 40 000 personnes, j'espère, qui vont arriver. Oui, mais ça, c'est les gros. Les autres sont des plus petits. Ouais. Mais du coup, on essaie de les rencontrer pour créer des connexions. On essaie que nos utilisateurs deviennent des fans pour qu'ils deviennent qui recommandent Odoo. Ça, c'est pour les 65%. Pour les 35 autres, pour répondre à ta question, c'est assez classique. On fait des ads, online ads, 3 millions d'euros par mois à peu près en dépenses dans Google AdWords, LinkedIn et compagnie. Sur le monde? Sur le monde. On fait des billboards, donc des panneaux dans la rue, on a partout dans tous les pays. On fait beaucoup d'éducation, énormément d'éducation. En Belgique, on a 3 camions, des semi-remorques, qui s'ouvrent comme ça sur le côté, et à l'intérieur, tu peux mettre... 27 étudiants, et on a des classes. Il y a 9 ateliers sur la gestion d'entreprise. Gérer ta caisse, gérer ton stock. Ils passent de l'un à l'autre, ils apprennent Odoo, et on forme comme ça 30 000 étudiants par an, à la gestion, à l'entrepreneuriat. Mais on a aussi un business game qu'on envoie à tous les professeurs qui organisent des cours sur Odoo, dans le monde entier, dans toutes les universités, et on les accompagne. Pas mal d'éducation, on fait beaucoup de contenu. En fait, moi, ma vision du marketing, c'est vraiment l'inverse du push logo. Ça ne m'intéresse pas de faire de la pub, d'avoir les logos. On ne fait jamais de sponsoring, par exemple. C'est exclu. C'est beaucoup de l'éducation. Notre gros problème aujourd'hui, c'est que les entreprises et les entrepreneurs sont mal gérés. Les employés en souffrent et ils ne savent pas qu'il y a moyen de faire autrement. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est leur montrer, mais regardez, il y a moyen de travailler autrement. Il y a moyen d'être plus efficace. Et ce n'est pas des technologies qui fait que vous devez investir des millions. Vous pouvez démarrer demain, c'est juste, ça existe, il faut y regarder, il faut y passer un peu de temps. Et donc, mon vrai problème à moi, c'est d'éduquer. C'est que les gens se rendent compte qu'il ne faut plus travailler comme ça aujourd'hui.
Je me pose une question en t'écoutant en même temps. Imaginons, je suis un entrepreneur, j'ai ma boîte, j'écoute cet épisode. Je me dis, c'est incroyable, je ne connaissais pas Odoo, ça a l'air de répondre à plusieurs de mes besoins. Mais j'ai un problème. J'ai déjà un CRM, X, j'ai déjà un outil pour mes emails, Y, j'ai déjà un truc de facture, Z, et puis j'utilise un peu d'IA, et puis machin. Et je me dis, mais moi je ne suis pas du tout technique, j'ai déjà payé une blinde pour mettre tout ça sur pied. Comment je peux faire pour faire en sorte d'aller sur la solution Odoo si elle me convient et que je la teste, et puis reprendre toute ma data ou tous mes éléments et progressivement les mettre sur place. Parce que la transition d'un outil à un autre, souvent ça coûte très cher, ça prend du temps, et au plus ta structure est grosse, au plus c'est complexe de faire cette transition. On a un calculateur sur notre site Ok. où tu peux dire tout le service, parce qu'on fait tout le service d'accompagnement, la formation, la récupération des données, Ok. l'adaptation à tes besoins. Ah, c'est vous qui le faites ça. On a nous et les partenaires. Ok. Et donc on a une offre de service nous avec un calculateur sur le site. Donc tu dis j'ai 10 employés, j'ai des données dans la compta, les stocks, les machins, et il va te sortir le truc. La moyenne c'est 56 heures de service chez nous, donc c'est à peu près 4 500 € si tu veux qu'on fasse tout. C'est pour vraiment le RP, quoi. Ok. Donc il y a deux approches possibles. Tu as l'approche par le bas, qui dit j'ai un besoin, j'ai déjà tous ces trucs-là, mais maintenant je dois organiser un événement, et j'ai besoin d'un outil pour un événement. Je prends Odoo. Et puis demain, je dois envoyer des messages WhatsApp, j'ai pas, je prends Odoo. Et tu commences à construire progressivement. Et tu gardes tes outils actuels et tu rajoutes des briques Odoo. Puis quand tu as tout ça, tu te dis, bah voilà, j'ai déjà les événements, j'ai déjà WhatsApp, bah, les emails, je vais les faire dans Odoo, je vais arrêter Mailchimp. C'est gratuit, parce que j'ai déjà l'abonnement Odoo, je dois rien payer de plus, et je passe tout ça sur Odoo. Et donc il y a l'approche par le bas où on grignote application par application. Et l'autre approche, c'est par le haut, là c'est plutôt le manager qui dit, il y en a marre de cette couche IT compliquée, j'en ai marre que chaque fois que je demande un truc à mes équipes, ça me prend un mois à mettre en place. Je voudrais investir dans un logiciel qui fait tout ça, une base de données unique, etc. Et là, on va avoir une approche où on va effectivement remplacer tout ça par phasage. Et là, il faut qu'il regarde notre calculateur en ligne. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore optimisé et automatisé? Parce qu'à chaque fois, tu me dis non, va sur le site, on a créé ce formulaire, on a créé ce truc. On a beaucoup travaillé, mais par contre, tout peut être amélioré. Ouais. Mais c'est assez dingue justement parce que à chaque fois, il y a cette volonté d'aller chercher la simplicité, la performance, l'automatisation, et ce depuis le début. Oui, bah, il faut essayer. Tu vas sur notre site, tu te dis, bah, voilà, moi, j'ai même pas envie. Tu peux faire une démo FreeTrail, t'es dedans tout de suite, mais tu peux aussi dire, ah non, moi, j'y connais rien du tout, je veux pas commencer à tester ce truc, je veux rencontrer un expert. Tu vas sur le site, tu peux déjà avoir le meeting, tu l'as dans les 24 heures, et tu as un gars qui va te faire une démo sur mesure par rapport à ton métier, avec tes données, dans les 24 heures, et puis tu vas te rendre, il va te tirer vers la main, quoi. Gratuitement. Gratuitement, puis tu auras ton devis, tu vas voir tout le process, c'est ultra smooth. Et je reviens sur les 7 années où c'était plus compliqué, parce que l'histoire, elle est toujours plus belle à raconter quand ça a explosé. Pour autant, c'est dans ces 7 années souvent qu'il se passe énormément de choses. Et c'est là où on a construit la culture d'entreprise, en fait. Complètement. Et à un moment donné, est-ce que il y avait tellement de difficultés que tu as failli abandonner? Est-ce que c'était vraiment très dur ou tu étais presque à deux doigts d'être en burn-out et que c'était... Non, moi j'y ai toujours cru. Mon conseil d'administration, pas nécessairement. Mais moi j'y ai toujours cru, je suis optimiste. Et puis, ma vision, elle est produit. Donc moi je voyais qu'on faisait un truc cool. On voyait qu'on avait de l'impact chez les clients, que le produit avançait à fond, qu'on avait de l'avance sur les concurrents. Alors ça ne se traduisait pas dans les chiffres. Donc mon conseil d'administration, qui était un peu plus financé, était en mode panique. Mais je savais qu'on avait quelque chose. Et donc ça me gardait en vie, en fait. En moyenne, un client chez Odoo, il reste combien de temps? On a 15% de taux de départ, parce qu'on travaille beaucoup avec des PME. Et en fait, c'est à peu près le taux de faillite et de M&A chez les PME, quoi. Ah ouais, donc finalement, il reste longtemps. Donc un client PME, il va rester 7 ans et demi, 8 ans. Okay. Mais c'est pour des raisons externes en général qui partent. Ouais, complètement. Et excuse-moi, je pensais à cette data et je reviens au point de base. Justement, donc tu dis, ton conseil d'administration, à un moment donné, ils y croyaient moyen. Ouais, ils ont essayé de me virer d'ailleurs. Et comment tu as géré cette partie-là? Parce que toi, alors, t'as tes au début, à un moment, en fait, j'ai toujours fait un truc très très bien. J'ai toujours pas écouté ce qu'ils me racontaient et fait ce que moi je voulais faire. Okay. On s'est frité, ça a été compliqué, mais j'ai toujours fait ce en quoi je croyais. Et heureusement. Parce qu'en fait, le problème de tout ça, c'est que parfois, tu as envie de les satisfaire. Et tu les satisfais. Et après, même si c'est un échec, c'est beau, t'as beau faire ce qu'ils t'ont dit. Si c'est un échec, c'est quand même toi le responsable. Et comme tu es le responsable, il faut que tu fasses ce en quoi tu crois. Que tu aies raison ou pas. Hein, mais... Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu, qui est assez compliqué peut-être pour eux qui travaillent avec moi. Mais ça m'a permis de garder le cap et de dire, même si on n'était pas d'accord, j'ai continué à faire ce que je pensais faire. Et comment on fait pour gérer cette partie-là quand ton propre conseil d'administration dans ta propre boîte a envie de te virer? Alors, moi, c'était compliqué. Hein. On n'avait plus de sous.
Et quand tu n'as plus de sous, tout est compliqué. Tu travailles beaucoup plus le soir et tout parce que tu essaies de faire entrer de l'argent. Ouais. À côté de ça, tu as le conseil d'administration qui est en mode te bâcher en permanence, donc tu dois gérer ça sur le côté aussi. Et tu as le business à faire tourner. Enfin, c'est assez complexe. Et on n'avait plus de cash et j'ai trouvé 400 000 euros à faire entrer dans l'entreprise. Okay. Et là, le conseil d'administration a dit non. Non, on veut pas. On ferme, on peut pas rentrer l'argent dans l'entreprise, j'en ai besoin. Mais voici une offre à 2 millions d'euros avec une valorisation qui était toute pourrie, qui était en dessous de ce qu'ils avaient eu quand ils étaient rentrés. Et on avait multiplié le chiffre d'affaires par 7 ou 8 entre-temps. Et en gros, c'était une prise de contrôle de l'entreprise. Et là, c'est très compliqué. J'avais pas cette expérience moi encore complètement. Donc on discute pendant des mois, on se fight, on demande des avis à des avocats. C'est assez complexe. Et à un moment, après ces allers-retours, ces discussions, etc., après 2-3 mois, à un moment, je dis j'en ai marre, quoi. Ça va pas, je vois pas le bout de ce truc. On se fight là, moi j'essaie de faire vivre le business, on n'est pas alignés. Et là, j'ai fait un truc bien, et pas bien à la fois, mais j'ai fait un truc bien. Je me rappelle, il était assez tard, genre 11h du soir. Je me suis assis à table chez moi. J'ai fait la liste des gens que j'allais licencier. Il dit maintenant, c'est fini. Je me mets en break-even. J'ai plus besoin de l'argent des autres. Mais pour ça, il va falloir que je licencie 35% des gens, quoi. Et j'ai fait la liste. Et des gens que j'aimais bien. Hein. Des gens, il y avait le numéro 2, quelqu'un qui était vraiment bien, mon bras droit. Simplement, il avait le problème d'avoir son salaire était trop élevé. Donc le genre de choses que je n'aurais jamais fait si. Et j'ai fait la liste, et puis le lendemain j'ai fait ça, et puis j'ai convoqué tout le monde, et je dit voilà le plan, on va se mettre break-even, et on va faire ça, et puis on l'a fait. Et là je n'ai plus besoin d'argent, et j'ai dit aux investisseurs maintenant, ce que vous voulez, mais moi j'avance. Ah ouais, donc du jour au lendemain, tu mets en place ce plan, ça te permet d'être break-even. Alors il y avait la réduction des coûts sur les gens, il y avait aussi plein d'autres actions. Ouais. Par exemple, on passe tous nos abonnements, si possible en annuel ou en 3 ans, prépayés à l'avance au lieu de faire du mensuel. Il y a toute une série d'actions, quoi. Ouais. Mais le plus dur, évidemment, était la réduction des coûts. Pour trouver du cash et pouvoir avancer. Et tu vois, justement, ils te font cette proposition. Alors, il y a un truc que je n'avais pas pigé à l'époque, c'est que les actionnaires majoritaires sont au-dessus du conseil d'administration. J'aurais pu les licencier. Et si j'avais su, ça aurait changé ma vie, je crois. Ok. Ben, tu vois, c'est intéressant que tu évoques ça, parce qu'il y a plein d'informations. C'est aussi une des raisons d'être du déclic, c'est partager un maximum de valeur au travers de ces sujets qui n'étaient pas encore accessibles ou qui sont parfois pas accessibles. Ou parfois, on ne se rend pas compte qu'on peut poser des questions autour de nous, justement. Et typiquement, ça aurait eu un vrai impact. Et comment tu fais alors là, je me mets vraiment dans la peau de l'entrepreneur. J'essaie de me mettre dans ta peau. Où tu as ton conseil d'administration. Normalement, vous êtes sparring partner. Le but, c'est d'aller développer la boîte ensemble. Et tu te rends compte qu'ils te font une proposition qui est limite ridicule par rapport à la valeur qui est créée par la boîte, juste pour prendre le contrôle, alors qu'en soi, vous devez normalement faire le même combat ensemble. Comment ensuite tu switches pour qu'ils redeviennent tes partenaires? Parce que ça casse quelque chose. C'était cassé. Donc en fait, ce qui s'est passé après, c'est qu'ils sont sortis plus tard après. Hein. Quand j'ai redressé la société, on a refait une deuxième levée de fonds, ils sont sortis, j'en ai eu de nouveaux. Et... Parce qu'à partir de ce moment-là, moi, c'est fini, je ne vous écoute plus, au revoir. Quoi. Ouais. Et pour autant, toi, tu restes en mode conviction, c'est ma boîte, j'y vais, je fonce. Et maintenant, j'ai un super conseil d'administration. Donc, et là, tout roule très bien, je peux les appeler, j'ai confiance en ce qu'ils disent. Maintenant, je ferai toujours la même chose, je ferai que ce dont je suis convaincu. Parfois, il me convainc, hein, donc ça marche aussi. Mais... Et est-ce qu'il y a des collaborateurs, tu évoquais le fait que ce n'est pas forcément capitalistique et que tu n'as pas ouvert ton equity ou incentivé de cette façon les gens. Est-ce que dans les premiers collaborateurs ou les Au début, je l'ai fait. Au début, je l'ai fait au top manager, on a ouvert un petit peu. C'était à quel moment de la croissance? Au première et deuxième levée de fonds. Ok. Donc en 2010 et 2014. Ouais, juste avant le grand pivot de la structure. Et autre point, c'est qu'au départ, lorsque tu fais cette toute première levée de fonds, juste avant le pivot de 2014, vu que c'est full open source, quel est le modèle économique? Comment vous gagnez de l'argent? On vendait des contrats de support, des contrats de maintenance. Ok, uniquement. Donc on disait, vous avez Odoo, vous prenez un contrat de support maintenance. D'où le fait qu'après, ils ont plus besoin. Souvent, la première année, ils prenaient pour la sécurité d'avoir l'éditeur qui les accompagne. Puis dès que ça tourne, ils disaient, ça tourne, j'enlève, quoi. Je vois. Tu as 2 enfants également. Comment tu gères l'équilibre entre tout ça et qu'est-ce que tu veux leur transmettre sur le travail, l'échec, l'argent au quotidien? Moi, je gère mes enfants comme je gère Odoo. Autonomie, évolution et responsabilité. Ok, il y a une culture d'entreprise. C'est la même à la maison. Tu as fait aussi un document de 50 pages? Non, j'ai pas fait de document, mais je trouve que c'est la même chose. C'est bien de donner de l'autonomie, des responsabilités et faire évoluer les enfants. Et ça se retranscrit par quoi, typiquement? Par exemple, quand on était aux États-Unis, les enfants étaient assez jeunes, je crois qu'ils avaient 2 et 4 ans.
Alors, c'était pas moi, c'est ma femme, mais on est alliés. On essayait ma fille voulait des bottes fourrées. Aux États-Unis, à San Francisco, il fait toujours beau, hein, mais elle voulait des bottes fourrées. Ok. Je dis, bah non, on va pas. Et puis, si, je veux des bottes fourrées, je veux des bottes fourrées. Je dis, non, on va te prendre des jeux, t'as qu'à te les acheter. Mais j'ai pas d'argent. Bah, tu dois gagner de l'argent. Et alors, elle a dit, mais gagne de l'argent. Et puis, elle a commencé à vendre des citrons et des pomelos sur le bord de la route de notre jardin, quoi. Ok. Et puis, elle a eu les 2-3 voisins qui ont acheté. Elle a gagné $2, $3, je sais plus. Et puis, c'était pas assez. Donc, on a dû aller au Starbucks. Parce que là, il y a beaucoup plus de monde. Alors, elle est venue, elle a fait ses petites affiches, ses petits trucs. Si, au Starbucks, elle a commencé à vendre. Mais il y avait ma femme à côté, donc elle vendait pas grand-chose. Et donc, on a dit, mais attends, ça marchera beaucoup mieux si t'es toute seule. Et on a laissé nos 2 enfants, 2 ans et 4 ans, sur le bord de la route. C'était une nationale. Il y avait une nationale. 2 ans et 4 ans. Ouais. Une demi-heure, 20 minutes. Et ma femme a été faire ses courses pour les laisser vendre tout seul. Elle est revenue, elle les a vus en face sur le truc. Maman, on a vendu super beaucoup et tout ça. Il y en a même qui nous prenaient en photo et tout ça. Et ça, c'est l'autonomie, les responsabilités. Et en fait, en tant que parent, on oublie, on a toujours envie de les protéger. Mais si tu donnes des responsabilités aux enfants, en général, ils les prennent. Tu peux avoir des enfants qui sont très tumultueux. Tu serais étonné à quel point tu leur dis ce soir, je pars, je te laisse tout seul à la maison. Tu as confiance en toi, c'est toi qui dois gérer, tu vas voir, ils vont gérer. Et c'est pareil pour beaucoup de choses. Hein. C'est une belle leçon aussi pour les entrepreneurs qui n'osent pas déléguer, qui n'osent pas lâcher, qui micromanagent. Tu parlais de... quand je t'ai dit micromanagement, tu as rétorqué micro... Review, en fait, je pense que c'est important d'aller dans les détails. Quand il y a des vrais problèmes, il faut s'adresser aux problèmes. Ouais. Et des fois, il n'y a pas le choix, il faut aller dans les détails pour régler le problème. Ouais. Et ça, je trouve ça bien. Ce que je trouve justement pas bien, c'est les managers qui survolent tout et qui ne connaissent pas les détails. Ouais. Et qui ont survolé, qui ont eu leurs équipes managent et eux juste survolent. Je trouve ça, c'est inutile. Ouais, complètement. Tout autre sujet, j'ai encore 2 questions pour toi. Le premier point, c'est qu'on glorifie beaucoup la réussite immédiate, l'instantanéité, l'hypercroissance, l'exponentialité. Et là, toi, tu as un exemple parfait du fait que progressivement, étape par étape, avec de la conviction, du travail, eh bien, on passe l'étape et on va beaucoup plus loin, certes en plus de temps. Je vois parfois des startups qui me disent ouais, on va pas assez vite, on va pas assez vite. Et tu regardes, ils sont 15 après 4 ans. Ouais. Je dis, mais moi, après 4 ans, on était 3, quoi. Ce qui compte, c'est pas ça. C'est dans 20 ans, tu seras où, quoi. Ouais. Et justement, c'est quoi le... Et c'est OK, des fois, d'avoir un peu comme les intérêts cumulés, quoi. Une boule de neige qui grandit et qui grandit et qui grandit. C'est parfois nettement meilleur que de faire des sprints et peut-être pas avoir capitalisé assez sur quelque chose qui a pris de la valeur. Complètement. Et je te pose cette question parce qu'avec toute ton expérience, il y a un vrai décalage de storytelling, presque marketing, d'une sorte d'illusion où on peut créer une boîte et on doit aller chercher rapidement de la croissance, on doit effectivement faire des chiffres énormes, avoir le plus de gens possible, etc. Tu te dis, ouais, en 3-4 ans, on a 15 personnes, c'est nul. Certains se le disent, certains le pensent, alors qu'en soi, c'est déjà extraordinaire. Ne serait-ce que si tu es rentable, c'est déjà une énorme victoire. Et puis, si tu as un super produit, c'est quoi, toi, le plus gros décalage que tu vois au travers de ça et qu'avec ton expérience où tu as créé quelque chose d'énorme, même si tu es que vous êtes à 0,1% ou 0,01% de votre capacité, tu aimerais partager pour tous ceux qui peut-être ressentent ça, pensent ça et subissent ça comme une pression qui fait qu'ils doivent toujours aller plus vite, toujours aller plus loin et parfois faire des erreurs dans cette rapidité d'exécution. Après, il n'y a pas un modèle. Ouais. Bien sûr, si tu fais une start-up dans l'IA, il faut aller super vite. Tout va changer très vite, tu dois te positionner très vite et tu risques de tout perdre du jour au lendemain tellement le marché va vite. Moi, je suis dans un monde quand même où j'ai des concurrents qui n'ont pas évolué en 10 ans, quoi. Et heureusement, les SAP, ça n'a pas bougé, ou ce qu'ils ont fait n'a vraiment pas laissé Microsoft Dynamics. Donc mes concurrents ont pris beaucoup de temps parce que ce que je fais est ultra complexe. C'est le genre de choses qui se construit sur des dizaines d'années. Donc j'ai pu me permettre de prendre le temps. Mais c'est pas pour autant qu'on avait un mindset d'aller lentement. Mon mindset à moi a toujours été de foncer. Pour faire du 50% de croissance chaque année, il faut y aller. Hein. C'est pas évident, quoi. Ouais. Et donc on est en permanence en train d'essayer de cavaler. La différence, c'est qu'on ne prend pas des raccourcis. Tu pourrais prendre le raccourci de dire « Ok, je vais vite lever beaucoup d'argent, j'ai engagé des gens, j'ai réussi, j'ai grandi ». Non, nous, notre but, c'était de construire un produit. Donc on aurait pu lever de l'argent. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu recruter peut-être un peu plus de développeurs, mais ça n'aurait pas changé grand-chose sur le long terme. Il y a des choses qui doivent se construire avec le client, avec des cycles d'itération, avoir le feedback amélioré. Ça prend du temps, quoi. Complètement. Donc il faut une mentalité où on avance en permanence, vite, on règle les problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on doit prendre nécessairement des raccourcis, ça dépend du métier. Si tu es dans l'IA, tu vas devoir en prendre parce que ça se joue à la vitesse.
Si tu es dans quelque chose qui se construit comme le mien sur 10 ans, il vaut mieux ne pas prendre de raccourcis et construire quelque chose de solide à la base. Complètement. Merci Fabien pour tout ce que tu as partagé. J'aurais pu échanger avec toi pendant des heures. Il y a encore plein de sujets qu'on pourrait creuser et creuser. Et j'ai une dernière question pour toi que je pose à tous nos invités. Mais avant ça, si vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'animer, eh bien faites-le nous savoir en partageant cette vidéo, en commentant cette vidéo. Et si vous étiez sur notre format audio, eh bien mettez 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. Fabien, est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a fait toute la différence pour toi, que ce soit professionnellement comme personnellement, que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode, que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview. Ça peut être une anecdote, une simple phrase, quelque chose de positif, moins positif, peu importe, tu as carte blanche pour le mot de la fin. Alors j'ai partagé beaucoup déjà en ligne, donc je vais essayer de trouver quelque chose de nouveau. Comment j'ai appris à déléguer? En fait, moi je bossais vraiment beaucoup, je sais pas combien, mais 70, 70 heures par semaine, au moins 10 heures par jour, samedi, dimanche compris, tous les jours. Pendant 7 ans, j'ai pas pris un seul jour de congé. Et je déléguais pas bien, en fait. Et comment j'ai appris à déléguer? C'est un jour, ma femme m'a dit, mais Amar, on va en Mongolie. Elle m'a pris 3 semaines en Mongolie, il n'y avait pas de réseau Internet, il n'y avait rien, il n'y avait pas de réseau téléphone. Donc là, j'ai été forcé de laisser faire les gens. Et puis quand je suis rentré à la société, je me suis rendu compte que ça marche. Les employés avaient fait le job, la boîte a continué à tourner, ça marchait. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux, et c'est comme ça que j'ai appris à déléguer. Merci Fabien.